bienvenue sur ce live improvisé totalement parce que j'avais envie de liver. Petit live deck build, salut à tous, installez-vous les gars confortablement, salut à Dust, salut Mando, salut Snake Rider, salut Ursopol, Snake Rider, Ursopol, bienvenue à vous les gars sur ce live et sur ce chat. Installez-vous, là on est parti pour du deck building. Ah bah ça y est, les chats font déjà des leurs. Salut Iruama, j'espère que Iruama, tu te prépares un peu pour ce petit 1v1 Gare du Nord qu'on va se faire là incessamment sous peu. Iruama il vient espionner les techniques pour le 1v1 qu'on a prévu de se faire. Bienvenue à toi en tout cas Iruama. Salut Juraga, salut à tous et à toutes, salut Seb Sweet Pea, salut Derpiche. Voilà, bienvenue à vous, j'espère que j'ai raté personne, installez-vous confortablement, écoutez, on est parti hein, pour aller peut-être 1h30 de live, voire 2 heures, on va voir en fonction de l'humeur, on va voir ce qu'on va deck builder. Et ouais, en fait, j'avais envie de faire un live ce soir, j'en profite parce que Cécile se barre. Donc voilà, j'ai dit tiens, c'est l'occasion de faire un petit live, j'avais envie de deck builder et de proposer autre chose que d'améliorer des decks de base, et autre chose que ce qu'on a pu voir sur Exalted, donc voilà. En plus j'ai eu plusieurs personnes qui réclamaient, vu qu'il y a beaucoup de débutants et beaucoup de personnes pour lesquelles c'est leur premier TCG, il y a plusieurs personnes en fait qui demandaient quelle réflexion on avait quand on deck buildait, comment deck builder de A à Z un deck. Alors bien entendu les gars, je suis pas un expert dans le domaine, ça il est clair et net, mais je sais quand même à peu près deck builder. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il y a Rofelos des joueurs du dimanche, qui a créé une vidéo où il deck build aussi, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, il y a la rediff sur sa chaîne YouTube où il deck build du Muna plante et du Lyra lancé de dés. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, bien entendu ce sera sur YouTube, hein, donc je remettrai la rediff de ce live sur YouTube. Tu vas pouvoir deck builder un beau deck Lyra avec ton opening. C'est vrai que sur le premier opening, on avait eu du Lyra. D'ailleurs, j'ai fait un deck Lyra, j'ai fait un deck Fen. Un deck Fen un peu aggro. Là, j'ai mon chat qui essaye de voir comment est-ce qu'il peut venir s'incruster sur le live. Mais non, mon gars, pas maintenant. Reste là-bas. Mais oui, j'ai essayé un deck Fen. Alors, le Hathor se met bien dans le deck Fen. J'avoue qu'il me manque encore quelques cartes pour que ce soit bien optimisé. Mais ça va, c'est pas dégueu Fen en vrai, en aggro. Le late game me saoule un peu avec Fen, mais c'est pas dégueu. Game plan, curve, synergie, c'est ça, exactement, Dust. Exactement. Alors après, moi, je vais peut-être pas aussi bien structurer que toi. En fait, moi, je fais vraiment ça à l'instinct. Donc moi, je vais juste vous expliquer sur cette vidéo comment je réfléchis à un deck build, comment je m'y prends pour deck build. Après, ce sera peut-être pas aussi structuré que Dust, parce que Dust, c'est vraiment le professionnel, hein. Dust... savoir que voilà, hein, joueur pro, tout TCG confondu depuis 25 ans maintenant, champion régional Poitou-Charentes de Game of Thrones TCG. Non, je plaisante. Faut pas que je parte dans des délires comme ça. J'ai chaud les gars. En fait là, il fait trop chaud. Je sais pas quelle température il fait chez vous, mais ici il fait 37 degrés à l'ombre. On n'en peut plus. Bon allez, fini de raconter ma life. Du coup. Deck build, aujourd'hui, parce qu'on est quand même là pour ça à la base. Voilà, deck build, donc comment est-ce qu'on va deck builder, etc. Sachant que, encore une fois, voilà, moi je suis pas... je pense qu'il y a énormément de gens qui deck build bien mieux que moi. Je suis pas un expert non plus en termes de deck building, je suis pas un expert d'altered, mais je pense que pour des gens qui débutent, je peux quand même donner quelques conseils. Donc voilà, j'avais envie de deck build du Bazira. Les gars, je sais pas ce que vous en pensez, moi Bazira c'est un perso qui me botte bien, et après à la limite, je sais pas, est-ce que vous auriez envie de build quelque chose en particulier, à voir, n'hésitez pas à faire des propals dans le chat. En attendant, je vais commencer à partir un peu sur le Bazira, hein. On est tipar pour ce deck Bazira. Donc du coup, comment est-ce que je m'y prends? N'hésitez pas à passer en black mode. Et dire qu'en Bretagne, on ose se plaindre de la chaleur. Ah ouais, mais là les gars, c'est horrible. En fait, là j'ai mon froc. Il est en train de fusionner avec ma peau. Tellement je suis moite, quoi. Mais bon, bref, passons les détails. Du coup, Bazira. Alors en fait, forcément, on choisit un perso hein, pour deck build. On ne deck build pas un deck sans personnage. Premier conseil,
très important. Du coup, le héros qu'on choisit, bah forcément, il va orienter un petit peu le deck build chez Altered. Du coup, Bazira, c'est un personnage qui dit que lorsqu'un personnage que vous contrôlez gagne au moins un boost, vous pouvez m'épuiser pour que le personnage ciblé gagne un boost. Donc, effectivement, si on n'est pas trop... voilà, si on a compris un peu, si on sait lire, on sait que Bazira va nous apporter de la value à partir du moment où on a un personnage qui va gagner un boost. Donc, forcément, dans le deck, on va mettre des persos, des cartes qui génèrent du boost pour avoir ce value de Bazira tous les tours. Le but du jeu, c'est d'avoir la value du héros à chaque tour, pour que vraiment on optimise en fait tout simplement le héros, et qu'on ait cette value gratos, juste grâce à cette condition de donner un boost. Du coup, à partir de là, on peut se dire que, moi ce que je fais dans ce cas-là, je mets dans le deck un exemplaire de toutes les cartes qui pour moi peuvent rentrer dans le deck avec le héros, avec le pouvoir du héros. Juste, je mets un exemplaire, commun, rare, et après, en fait, je fais le tri. Comme ça, au moins, vu que je mets l'exemplaire dans le deck, ça permet à mon cerveau d'évacuer ce truc-là en mode c'est bon, ça je l'ai mis, on verra plus tard. Donc on est parti. Du coup, par exemple, les 3 petits cochons, si vous contrôlez au moins un repère, je gagne un boost. Bon, pour l'instant, je sais pas, mais on va voir si on va remettre des repères. À mon avis, oui, mais pour l'instant, je le laisse là. Le Ratatosk, clairement, même, attendez, avant ça, le cylindre de Kélon en rare, qui est une 1-1, qu'on peut incliner pour faire gagner 2 compteurs Kélon, et si on le réincline au tour suivant, on peut dépenser un des compteurs Kélon, et le prochain personnage que vous jouez ce tour gagne un boost. Donc ça c'est fort pour le coup, ça fait gagner un boost, ça fait directement proc Bazira, c'est pas cher, et ça fait gagner un boost que ce soit joué de la main ou de la réserve pour le coup, donc ça on prend. Ça on prend. La fonderie, on pourrait prendre... Je pense qu'on va partir sur un deck sans fonderie, mais effectivement, il y a un deck Bazira qui peut se faire potentiellement avec la fonderie. Je partirai pas là-dessus, là. Ça fait après vous le cylindre. Alors, quand tu le joues pour le poser qui coûte 1, oui, effectivement, ça rend la main à l'adversaire. Par contre, quand tu l'inclines, c'est un effet rapide. Donc en fait, les effets rapides dans le jeu, c'est incliner une carte, donc pouvoir de personnage qui s'incline, ou incliner une carte, notamment un permanent, ou faire un effet de soutien depuis la réserve, notamment par exemple Isunboshi, si on veut faire son effet de soutien depuis la réserve, c'est un effet rapide. Ces effets rapides-là, quand vous les faites, ça ne rend pas la main à l'adversaire, les gars. Ça, c'est bien un truc qu'il faut garder en tête, c'est que ça ne rend pas la main à l'adversaire, sinon ce serait extrêmement pété. Oui, Bazira, non action rapide. Du coup, on partirait sur cylindre de Kélon, ça c'est bon. Je pense pas que je vais mettre la fonderie dedans. On a le Ratatosk qui se donne 2 boosts en sortie de réserve, on va le mettre. On va le mettre en rare aussi, en rare il se donne 3 boosts. Donc c'est des cartes qui donnent des boosts, donc qui ont l'effet qu'on veut. Le Isunboshi qui est un tour 1 et qui a un effet de soutien qui dit que le prochain personnage que vous jouez ce tour gagne un boost. Pour le coup, on va le mettre, je pense pas qu'on le mettra en rare. Bon, on va le... Est-ce que je vous montre? Ouais, on va le mettre en rare, mais vous verrez qu'on le mettra pas parce que les slots de rare sont quand même très chers dans le deck. Le petit Djinn qui dit que s'il quitte la zone d'expédition et qu'il est boosté, on peut le mettre dans la zone de mana du propriétaire. Du coup, ça peut permettre de ramper. Et en sortie de réserve, il gagne un boost, donc il se booste lui-même, donc quoi qu'il se passe en sortie de réserve, voilà. Et en plus de ça, il fait proc Bazira. Bazira peut lui donner facilement un boost pour T1, le jour où on le pose, le mettre directement dans la zone de mana. Moi, je pense qu'on peut... ça s'entend dans un deck Bazira, pour le coup. Ça rend la main pour 1, je veux dire. Ouais, carrément, Delula, ça rend la main quand tu le joues le permanent. Donc, bienvenue à vous, les gars, sur le live, ceux qui viennent de rejoindre le live. Posez-vous, on fait du deck building. On est parti sur un deck Bazira. Du coup, la Traceuse Bravos... Alors, Traceuse Bravos, c'est fort, mais j'aurais tendance à pas le mettre. On va essayer vraiment d'optimiser ce pouvoir de Bazira qui veut qu'on donne du boost dans le deck. Donc, pour l'instant, on le mettra pas. Ce genre de cartes qui sont fortes, on les met vraiment si, voilà, on se rend compte qu'après le tri, il nous manque des cartes. Pionnière Bravos, c'est pareil, c'est fort. Par contre, voilà, en commune, elle fait rien. Par contre... En rare, on voit qu'elle a un effet qui peut être intéressant. En rare, on voit qu'elle est aguerrie, donc elle va conserver les boosts qu'elle va gagner quand elle va aller en réserve. En plus, si on la joue de la main, on peut payer 2 pour qu'elle gagne automatiquement un boost.
Donc ça peut nous permettre en tour 4 d'avoir une 1-4-4 jouée de la main, potentiellement une 2-5-5 si quand on la joue de la main on incline Bazira. Donc une 2-5-5 pour 4, ce qui est pas dégueu avec Bazira, parce qu'elle se donne un boost, donc elle fait proc l'effet de Bazira et on peut le faire sur elle-même. Et en plus de ça, elle va en réserve et elle conserve ses boosts, donc c'est une 2-5-5 de la réserve qui peut se rejouer pour 2. Donc tous les personnages qui ont le mot-clé aguerri, là du coup on se rend compte que dans un deck qui va donner des boosts, qui va donner beaucoup de boosts, ça peut être extrêmement fort. Ça peut nous permettre de snowball et de les rejouer vraiment en apportant de la value, parce qu'en fait, un boost donné sur un personnage aguerri, c'est un boost qui est donné 2 fois. Le personnage quitte l'expédition, mais il a conservé son boost, donc ça a plus de value qu'un boost donné sur un personnage qui n'a pas aguerri et qui ne reviendra pas, tout simplement avec ce boost. Comme un boost donné sur un personnage ancré, ça a de la value 2 fois parce que le personnage reste 2 jours sur le terrain. Donc ça a on démultiplie la value de nos boosts en fait. Pareil, un boost sur un personnage qui est gigantesque, on démultiplie le boost parce que vu que le personnage compte sa force sur 2 expéditions, on donne le boost 2 fois. Tout simplement. Donc on va réfléchir un peu comme ça. Salut Kayuko, bienvenue. Kayuko, je t'ai zappé aujourd'hui. Je t'ai renvoyé un petit message, mais excuse-moi, je t'ai zappé hier, pardon. J'ai oublié de t'envoyer un message hier. Perso, jamais construit de deck. Eh ben écoute, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Du coup, cette pionnière Bravos aguerrie, elle est intéressante. Elle est intéressante, donc on va la mettre pour pas l'oublier. L'aspirant de Havre. Alors l'aspirant de Havre, qui est une 3-1 pour 2 jouer de la main, jouer de la réserve, il gagne 2 boosts, c'est un tour 4, donc c'est un peu cher. C'est une 5-3-3. Écoutez, par acquis de conscience, on va la mettre pour pas l'oublier. On va mettre aussi son exemplaire en rare, juste pour se dire, voilà, on met tout ce qui peut vraiment correspondre à la synergie qu'on souhaite. Raid, c'est une 2-2-2 qui est aguerrie, donc pour le coup, elle conserve ses boosts quand elle va en réserve. Voilà, on met ça là-dedans. La raid en rare qui est beaucoup plus intéressante parce qu'elle a aguerri et au crépuscule, si elle a au moins 3 boosts, on peut piocher une carte. Et ça, pour le coup, ça peut être un des moteurs de pioche du deck. Hop. On a le Chiron. Le Chiron en commun. Alors, pour le coup, Chiron, clairement, ça va rentrer dans le deck, les gars. Chiron, quand vous le jouez, peu importe de la main ou de la réserve, un personnage ciblé gagne un boost. Donc un personnage ciblé, pas un autre personnage, un personnage ciblé. Donc si vous n'avez que Chiron en main, vous le jouez, il peut se booster lui-même, donc ça devient une 2-2-2 pour 2. Et avec le pouvoir de Bazira qu'il fait proc, ça devient une 3-3-3 pour 2. Donc en fait, Chiron, c'est très très fort dans un deck Bazira, je trouve, parce que soit vous pouvez booster un autre personnage, soit vous pouvez le booster lui, et si vous avez que lui à jouer, ça devient une 3-3-3 pour 2, donc ça devient en fait une traceuse Bravos. Dans un deck Bazira, pour le coup, c'est hyper fort, donc Chiron, bien entendu que ça va dans le deck. On va mettre la version rare aussi, la version rare qui, elle, a moins de stats de base, mais qui dit que jusqu'à 2 personnages ciblés gagnent chacun un boost, donc il peut se booster lui et un autre personnage. C'est fort aussi. C'est fort aussi, après ça va dépendre, je pense, des préférences de chacun. La UA Mulan qui perd Fugace en sortie de réserve, pour l'instant, écoutez, ça semble pas être totalement en osmose avec ce qu'on veut mettre en place. Le Kappa qui n'a aucun effet, qui n'est pas intéressant. En version rare, qui a aguerri et qui a un effet de soutien qui dit que le prochain personnage que vous jouez ce tour gagne un boost. Donc pourquoi pas, on va le mettre dans le deck, et puis on verra après en faisant le tri ce qu'on garde ou ce qu'on garde pas. Cette avant-garde Bravos, par contre, les gars, je pense qu'on est totalement dans l'optique du deck, avant même de faire des choix. De toute façon, voilà, vous allez vous en rendre compte par la suite, mais l'avant-garde Bravos, qui est une 4-4-2 pour 3, et qui a un effet flèche, donc jouer de la main ou de la réserve, qui dit qu'elle fait perdre Fugace à un autre personnage ciblé. En quoi est-ce que c'est intéressant? Ben, c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a commencé à mettre des cartes qui ont aguerri dans notre deck, donc qui vont conserver leur boost quand elles vont en réserve, qu'on va rejouer de la réserve, donc ils vont gagner Fugace, et du coup, cette avant-garde Bravos, elle va pouvoir faire perdre Fugace à nos cartes qui ont aguerri, donc qui auront accumulé les boosts, et ces cartes aguerries, elles vont revenir en réserve, en conservant tous leurs boosts et les potentiels boosts supplémentaires qu'on leur aura donnés, et du coup on pourra les rejouer une fois de plus, donc encore ça apporte de la value à l'ensemble des boosts qu'on aura générés depuis le début de la partie. Donc cette avant-garde Bravos, clairement en faisant perdre Fugace à nos cartes qui ont aguerri, et bien elle rentre totalement dans le plan de jeu, donc on va la mettre. On a la version rare qui non seulement fait perdre Fugace, et en plus de ça fait gagner un boost au personnage à qui elle fait perdre Fugace, qui fait proc l'effet de Bazira, donc bien entendu cette version rare on la met aussi dans le deck. Dites-moi s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein. Si je vais trop vite, n'hésitez pas aussi. N'hésitez pas à m'arrêter dans le chat pour me demander, pour me poser des questions. Les uniques qui font perdre Fugace sont à considérer si on en a. Oui, totalement. Totalement. Après, en fait, ça va être en fonction de ta liste finale. En fait, là, pour l'instant,
elles sont à considérer si tu as des uniques qui font perdre Fugace. Par contre, à la fin, tu vas voir qu'on va avoir une liste finale avec une curve, avec tant de persos qui ont aguerri, tant de persos qui font piocher, tant de permanents qui font tel effet, nanana, tant de persos qui boostent, et on va voir un peu l'équilibre du deck, et on va voir un peu ce qui manquerait, ce que des cartes uniques peuvent apporter dans ce deck. Mais oui, clairement, une carte unique qui fait perdre Fugace, ça s'entend totalement dans un deck Basira en tout cas, avec des cartes aguerries. Lavidos Bravos, alors Lavidos Bravos qui a Sabotage joué de la main, donc déjà Sabotage c'est très fort pour le coup dans Altered, et qui a un effet de sortie de réserve qui dit qu'elle gagne un boost. Donc écoutez, pour le coup, s'il y a une carte Sabotage à mettre pour l'instant dans toutes les cartes qu'on a vues chez Basira, c'est forcément Lavidos Bravos. Donc après, Sabotage c'est... donc je la mets en commune et en rare elle gagne 2 boosts en sortie de réserve, donc je la mets en commune et en rare. Sabotage, après, voilà, je sais qu'il y a des decks decklists sans persos qui ont Sabotage ou sans cartes qui sabotent. Je pense que d'un point de vue compétitif, c'est quand même bien d'avoir des cartes qui vont saboter selon moi. Peut-être que je me trompe, peut-être que la méta dans 3 mois, c'est en fait, les gars, faut pas jouer Sabotage, même si j'en doute, mais voilà, les cartes avec Sabotage, on aime bien. Salut Paiki, bienvenue à toi. C'est Ipaiki ou Paiki? Je ne sais pas, ton pseudo est... Ou L, non c'est un I, hein. C'est un I majuscule, Ipaiki. Le sabotage est important dans le miroir, je pense. Oui, très clairement. Très clairement, quand vous jouez contre un deck Basira, de toute façon, vous allez vite vous rendre compte qu'il faut garder vos cartes qui peuvent saboter. Ipaiki, ok, Ipaiki. Bah, bienvenue à toi. Cette danseuse de l'âme Bravos, donc danseuse de l'âme Bravos qui est 0-0 de stat pour 1-3, qui a aguerri, donc ça nous intéresse, et qui a un effet flèche, donc jouer de la main ou de la réserve, qui lui fait gagner un boost. Donc clairement, elle a aguerri, elle va conserver ses boosts. Quand elle entre en jeu, elle se fait gagner elle-même un boost, donc forcément elle fait proc l'effet de Basira. Clairement, ça rentre dans le plan de jeu, on aime bien. La version rare qui dit qu'elle a aguerri, qu'elle gagne un boost, et que si elle a 4 boosts ou moins, en sortie de réserve, elle perd Fugace. Donc là, elle a plus besoin de personne, cette danseuse de l'âme Bravos. Pour le coup, femme forte et indépendante, il n'y a pas de galère. Donc c'est pareil, on va mettre l'exemplaire de rare dans le deck. Oui, c'est vrai, le sabotage reste fort contre pas mal de héros en vrai, pas que dans le miroir. Et effectivement, de toute façon, à partir du moment où la mécanique de réserve dans le gameplay d'Altered est importante, bien sûr que le sabotage c'est très très fort. La guerrière de Havre en commune, qui est une carte qui est forte dans quoi qu'il se passe, hein, c'est pour le coup dans n'importe quel deck Bravos, mais elle ne rentre pas en synergie avec ce qu'on veut faire, donc je pense qu'on va pas prendre de slot, même si elle est très forte, qui vont faire qu'on ne tourne pas autour de la même synergie, même si c'est tentant, donc on ne va pas la prendre. Et pareil pour la version rare, même si elle a un effet de soutien qui dit que un personnage qu'on joue ce tour gagne un boost, guerrière de Havre, si tu l'as en réserve, t'as pas envie de la défausser en rare pour son effet de soutien, t'as envie de la jouer pour avoir ses stats. Donc je pense qu'on va se passer de cette guerrière de Havre, même si en vrai elle a un effet de soutien qui rentre en synergie, jamais on la défaussera pour son effet. Le Sun Wukong. Le Sun Wukong qui a un effet de sortie de réserve qui dit qu'il gagne 2 boosts, donc écoutez, il gagne 2 boosts, on va prendre, on va le mettre dans le deck, et on va voir ce que ça donne. La version rare qui dit que il gagne 2 boosts et il perd Fugace. Donc pareil, hein, dommage qu'il n'ait pas guéri, ça serait... ça serait très cheaté. Mais du coup, voilà, il se fait perdre Fugace aussi, sans condition, donc écoutez, on va le mettre dans ce deck. Alors attendez, ouais, on commence à avoir pas mal de cartes. Notamment les decks ravitaillement, bah oui, voilà, les decks qui jouent beaucoup avec leurs réserves, de toute façon, tout ce qui est... Est-ce qu'on vous voit toujours le chat, là, avec les cartes que j'ai mises? Ah mais ouais, mais on vous voit plus. Avec les cartes que je mets, on vous voit plus. Horrible. Horrible ce chat. Bon écoutez, on vous verra après sur la decklist, je suis désolé les gars. D'ailleurs je vais dégager ça, je sais pas où est-ce que je vais le foutre. Non, pour l'instant je vais le laisser là, écoutez. Les cartes qu'on a dans le deck, c'est pas forcément important. Désolé, on vous voit pas trop bien, j'anticiperai ça pour le prochain live. Du coup, le Puissant Djinn. Le Puissant Djinn, hop, je remets le live ici. Lorsqu'il quitte la zone d'expédition, vous pouvez me mettre dans la zone de mana de mon propriétaire. Pas fou. Il peut nous faire piocher si on le prend en rare. Pour tout ce qui est pioche, on verra après. Pour l'instant, on met synergie de notre deck. Donc ça nous intéresse pas. Le Atlas ici, il a gigantesque. Gigantesque, donc il compte ses stats sur les 2 expéditions. Donc ça c'est cool parce que si on le booste, et ben en fait on va démultiplier la value de notre boost. Donc le boost comptera sur 2 expéditions. On peut le mettre, sauf que clairement on voit à côté que la version rare a gigantesque et a aguerri.
Donc Aguerri il va conserver ses boosts en réserve. Je me dis quitte à mettre un Atlas pour 5, autant directement jouer sa version qui a Aguerri qui va conserver ses boosts en réserve, en plus qui a un effet de soutien qui dit que le prochain personnage que vous jouez ce tour gagne 2 boosts. Donc en fonction de la situation, si je sais pas moi, si on ravitaille notre Atlas et que depuis la réserve en fait il a aucun boost et qu'on n'aura aucun moyen de lui donner des boosts ce tour-ci, on peut toujours le dégager. On va le mettre une fois en commune et une fois en rare. Mais voilà, c'est clairement ce genre de carte aussi qu'on veut avoir dans notre deck pour améliorer la value de nos boosts. Fenêtre souvent aussi, Arjun même si on n'a pas trop en vue encore. Arjun, les gars, je pense que Arjun, on va se faire surprendre par des gars qui vont sortir des decks Arjun, on va rien voir venir, et on va se manger des branlés à base de full ravitaillement, j'ancre tel perso, machin, je ravitaille. Je pense que Arjun, en vrai, il y a un potentiel avec le perso, il peut être très fort pour le coup. Moi je vois bien un deck, il y a le Quetzal en transfuge chez Muna. Tu fais un deck où tu ancres ton Quetzal qui est tour 3 chez Muna, et puis tu joues une figue d'Yggdrasil qui fait piocher l'adversaire, tu te crées un token, ou ce genre de conneries. Enfin, voilà, je pense que ça peut être fort pour le coup. Le Achille Corias 1, clairement Osef, Corias 2 Osef, le Shenlong c'est pareil, hein, c'est des cartes qui ont des grosses stats mais qui n'apportent pas de boost Osef. La Tomoe Gozen qui est très très forte. Alors on a mis des petits djinns. Des petits djinns qui nous font ramper, mais est-ce que ça va nous faire ramper dans le but de jouer des Tomoe? Je pense plus que si on rampe, c'est dans le but de pouvoir jouer du Atlas, pour le coup, plutôt que du Tomoe, donc j'aurais tendance à dire que Tomoe, on n'en veut pas spécialement, c'est pas dans l'optique de base du deck, donc écoutez, on va pas la mettre pour le moment. Le Kaibara, qui est gigantesque, pour le coup, ça peut s'entendre, mais c'est un peu cher, on va le mettre, mais vous verrez que c'est quelque chose qu'on va enlever, pour le coup. La main tendue, un personnage ciblé gagne un boost et perd fugace. Le personnage ciblé gagne un boost et perd fugace, bah écoutez les gars, c'est exactement ce qu'on veut dans ce deck là. En plus, elle n'a pas fugace cette main tendue, donc on peut la jouer pour 1 de la main, pour 2 de la réserve, on peut la rejouer. Donc ça, pour le coup, ça nous arrange. Ça fait exactement le même effet que l'avant-garde Bravos, mais en sort. En plus, ça coûte pas cher. Donc écoutez, on va la mettre une fois en commune, une fois en rare. L'entraînement physique, c'est pareil, hein. Pour 2 jeux de la main, un personnage ciblé gagne 3 boosts. Clairement, on va le mettre en commune. Pour 3 jeux de la main et 3 de la réserve, le personnage ciblé gagne 3 boosts. Pas un boost, hein. Je sais pas si j'ai dit un boost, mais 3 boosts. Et pioche une carte, c'est pareil, on le met dans le deck. Ça fait proc Basira, c'est un moteur de pioche. Donc pour le coup, on part là-dessus. Tomoe, pas auto-inclus, je m'en vais. Désolé Keiyuko, désolé. Comme quoi, tu vois, je te manque de respect. Je t'oublie hier, là, je mets pas Tomoe dans le deck, je cherche la merde, clairement. Du coup, la canalisation de mana qui fait ramper, clairement qui rentre pas dans la synergie du deck. L'intimidation, c'est de la carte de gestion, donc pour les cartes de gestion, on va voir après. L'éruption de mana, carte de gestion, c'est pareil, on va voir après. Ce Havre, Bastion Bravos, les personnages en sortie de réserve gagnent un boost. Ça gagne un boost, ça fait proc l'effet de Basira. Écoutez, on va prendre une fois en commun, une fois en rare, parce que le rare fait ravitailler, donc en plus de ça, ça mixe avancer dans le deck et faire proc l'effet de Basira. Il cherche un 1v1 Garde du Nord. Et il y en a déjà un prévu avec Hiruama. Donc si vous voulez qu'on se tape les gars, faut attendre d'abord, voilà, prenez un ticket, d'abord Hiruama, ensuite Keiyuko. Il n'y a pas de souci là-dessus. On se tape sur Alterne, bien entendu. La prestidigitatrice de l'Ouroboros, lancer un dé, sur 4 ou plus je gagne 2 boosts, sur 1 ou 3 je gagne un boost. Bon, c'est un tour 2, c'est une rare qui est potentiellement une 1, enfin... En fait, le côté lancer de dés m'intéresse pas dans ce deck, sachant qu'on a vu qu'on avait d'autres cartes qui faisaient bien mieux sans lancer des dés, donc clairement on sait de base qu'on la prendra pas, cette prestidigitatrice de l'Ouroboros, elle s'entend, en vrai, mais on la prendra pas. Le Tanuki qui sabote, on a déjà une carte parfaite qui sabote dans notre deck, qui est la Videuse Bravos. La navigatrice qui est Osef tiers, le chapelier qui est Osef tiers aussi ici. Le Asmodée qui peut s'entendre parce qu'il peut gagner ancré ou gagner 3 boosts, donc écoutez, on va le mettre. Le tapis qui peut s'entendre aussi, même si on joue pas autour de la synergie de dés, parce que il fait gagner des boosts aussi, on va le mettre. L'apothéose de l'esprit, clairement pas. Le meunier Tudor, c'est une carte de gestion, donc on verra plus tard. La Kitsune qui fait piocher, on verra plus tard. La Dracaena, elle gagne ancré, et à midi, elle gagne un boost. Donc à midi, elle gagne un boost. Est-ce que, vu que c'est à midi, ça fait proc l'effet de Basira? Burk Asmodée.
Pour l'instant, on met les cartes qui font proc l'effet de Basira. Je dis pas qu'on va les garder, c'est juste pour libérer notre esprit et se dire, bon, j'ai ça, qu'est-ce que je garde pas. Mais oui, effectivement, Asmodée, à mon avis, on le gardera pas. Le Basira, lorsqu'un personnage que vous contrôlez gagne au moins un boost, vous pouvez m'épuiser pour que le personnage ciblé gagne un boost. Donc j'imagine, si je me trompe pas, que cette Dracaena, quand elle se booste elle-même, elle fait proc l'effet de Basira. Donc écoutez, on va la mettre. Aja, c'est pour ramper, ça nous intéresse pas. Parvati, c'est pour ancrer, ça nous intéresse pas. Le physique Drasil qui est gigantesque, pour le coup, mais qui n'a pas guéri. Donc écoutez, on va le mettre. Mais pour le coup, si on doit mettre un perso gigantesque jusqu'ici dans le deck, c'est potentiellement notre fameux Atlas. La moisson de mana, qui est une carte de gestion, donc on verra plus tard. Le fuseau Bastion Muna qui donne Corias à nos persos. Clairement, je pense pas que ce soit ce qui nous intéresse. En fait, faut pas trop s'éparpiller. Il y a des cartes, quand vous allez construire un deck comme ça, il y a des cartes qui vont vous paraître fortes. Vous allez dire, ah bah oui, en fait, cette carte-là, elle m'a servi dans tel deck. Du coup, il faut à tout prix que je la mette dans tel deck, parce que bah, mes persos qui sont boostés, je veux les protéger. Et en fait, en faisant ça, on commence à mettre des cartes qui ne rentrent pas dans la synergie de base du deck, dans le plan de jeu de base du deck. Et en fait, sans se rendre compte, on s'éparpille. On s'éparpille et on fait trop de choses à la fois. Et ça, c'est pas l'objectif. Donc clairement, ce fuseau, on ne le mettra pas. Mais voilà, ne vous faites pas avoir par des cartes qui vous ont aidé dans d'autres decks et qui pourraient être forts dans celui-là. Gardez à l'esprit que vous avez un plan de jeu, une synergie ou deux, et c'est cette synergie-là que vous voulez à tout prix. Même si des moments c'est tentant. La Ozma, si vous contrôlez au moins 2 autres personnages boostés, piochez une carte. Ça peut s'entendre parce qu'on aura des persos de boostés, en plus c'est un moteur de pioche, on va la mettre, on verra si on la gardera. Le conseil qui ne fait rien proc, ça nous intéresse pas. L'espionnardiste qui sabote, mais qui ne fait pas proc l'effet de Basira, donc pour le coup, on ne va pas partir dessus. La fée des dents qui sabote, mais on a déjà la videuse. La dame du lac, le prochain personnage que vous jouez perd Fugace. Effectivement, on fait perdre Fugace, mais on a déjà d'autres cartes qui font perdre Fugace, et en plus de ça, qui donnent des boosts. Donc là, ça fait juste perdre Fugace sans donner de boost, ça nous intéresse pas. Dorothigel, c'est de la gestion, on verra ça plus tard pour le coup. Le Sakarabrou, carrément, ça ne rentrera jamais dans ce deck, c'est de la gestion, ça ne nous intéresse pas. Et on est revenu sur les premières cartes. Alors, là les gars, alors attendez, je vais quand même... Basira, boost... Je vais quand même sauver. Et on va aller dans mes decks. Basira boost. Donc on voit qu'on a chopé quand même pas mal de cartes. On voit qu'on a 38 cartes. On a 38 cartes, on a beaucoup de rares. On a 23 rares, on a 15 communes pour le coup. Donc là on va faire le tri. On va commencer à faire le tri sur les cartes qui sont vraiment des staples pour notre héros. Alors les staples c'est quoi? C'est les cartes... staples c'est les cartes qui représentent un peu le squelette du deck. Vraiment les cartes qui sont essentielles, les cartes de base. Quand on pense à ce héros là, on pense à ces cartes. C'est des cartes qui rentrent parfaitement dans la synergie du deck. Donc là on passe un premier coup de tamis si vous voulez. Dans tout ce qu'on a pris, forcément il y a des cartes qui sont achetées, il y a des cartes qui sont beaucoup plus optimisées pour le coup que d'autres. Donc le Ratatosk, je pense qu'il peut passer le premier coup de tamis, pour le coup, parce qu'au moins il donne du boost, il n'y a pas de galère, on va le laisser pour l'instant, on verra ce qu'on en fait après. Le Esunboshi c'est pareil, on va le laisser dans ce premier coup de tamis, parce que il a son effet qui se fait proc gratuitement depuis la réserve, donc du coup c'est de la value gratos, ça fait proc l'effet de Basira gratuitement, donc ça c'est pour le coup c'est cool. Peut-être que la version rare on va l'enlever, on verra plus tard. Le petit Jean c'est pareil, pour le coup il donne des boosts, donc on va le laisser. Cette pionnière Bravos elle ne donne pas de boost, mais elle est aguerrie, pour l'instant on la laisse. L'aspirant de Havre, vous voyez là, l'aspirant de Havre c'est une carte qui clairement va coûter trop cher, jouer de la réserve pour ses boosts. Moi je pense qu'à partir de là, l'aspirant de Havre je le cut. Parce que je sais que c'est une carte qui a quand même moins de value que d'autres que j'ai pu voir là. Donc clairement c'est une carte que je vais enlever. Parce que en plus ça a un effet en sortie de réserve. Donc en vrai on pourrait déjà garder que les cartes qui font gagner des boosts en étant jouées de la main. Si on vraiment passait un gros coup de tamis, on va voir comment on s'y prend. Raid pour l'instant on va garder parce que c'est aguerri. Chiron, clairement, Chiron c'est une carte qu'on est sûr qu'on aura dans notre deck à la fin. Parce qu'il donne un boost que ce soit joué de la main ou de la réserve, c'est juste la question, est-ce qu'on le mettra en rare ou en commune. Le Kappa qui est aguerri, mais le Kappa aguerri ici, si vous voulez, on va pas pouvoir mettre non plus 36 cartes aguerries dans le deck.
On va pas pouvoir jouer avec, avec toutes les cartes aguerries. Il est bien plus cher que ce qu'on a pu voir, donc écoutez, je pense qu'on va l'enlever, ce Kappa. La Vanguard Bravos, la question c'est est-ce qu'on va la mettre en rare ou en commune, parce que clairement, on va... En fait, si vous voulez, je pense qu'on va jouer sur 2 ou 3 cartes différentes qui ont aguerri. Cette Avant-Garde Bravos va être là pour les sublimer, si vous voulez. Donc on va la garder, la question c'est est-ce qu'on la joue en commune ou en rare. En termes de timing, concrètement, on peut le faire quand le pouvoir de Basira. Bah écoute, comme ce qui est écrit sur la carte, pardon. En fait, tu vois, c'est pas précisé à midi, l'après-midi, le matin, le soir. Lorsqu'un personnage que vous contrôlez gagne au moins un boost, vous pouvez m'épuiser. Après, est-ce que dans la règle du jeu, c'est marqué qu'on peut faire les pouvoirs de perso uniquement l'après-midi? Je vous avoue, les gars, je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, moi, je pense qu'à partir du moment où un personnage prend un boost, après, il y a rarement des persos qui prennent des boosts le soir ou le crépuscule, ce genre de choses. Les persos, ils prennent des boosts soit à midi, soit l'après-midi. Donc je pense que ce soit à midi ou l'après-midi, tu peux incliner ta Basira pour faire gagner un boost à ton perso qui vient... Enfin, pour faire gagner un boost à un personnage, parce que tu as un de tes persos qui a pris un boost. Donc je pense que ça fonctionne parfaitement le matin ou l'après-midi. Du coup, je pense aussi que... On est limité à 2 repères ou pas. Avec Basira, oui, tu es limité à 2 repères et 2 cartes en réserve, comme tous les persos jusqu'ici. En tout cas pour le moment dans Altered. La videuse Bravos, clairement, c'est notre seule carte qui sabote. Donc la question, c'est est-ce qu'on va la jouer en commune ou en rare? Donc on va la laisser. Cette danseuse de l'âme Bravos, cette danseuse de l'âme Bravos qui fait gagner un boost en sortant de la réserve ou en étant joué de la main et qui en plus a aguerri, clairement, on sait que ça va rester dans le deck. La question, ce sera encore une fois de plus, est-ce qu'on la jouera en commune ou en rare? Ce Sun Wukong qui gagne un boost, mais en sortie de réserve, qui fait pas gagner un boost joué de la main. Du coup, on est un peu moins fan, pour le coup, du Sun Wukong. Je pense qu'on va l'enlever, tout simplement. Parce que, bah voilà, il est moins optique que des cartes, par exemple. Je pense que le Ratatos, du coup, on va pas lui faire passer le cut non plus. On va attendre. Ratatos, c'est quand même un tour 1. On sait que les tours 1, c'est fort dans le jeu. Donc, on peut avoir un doute. Sun Wukong, on n'a pas de doute parce que bah, c'est une carte qui coûte relativement cher et qui se booste qu'elle-même, qui est pas très versatile pour le coup. Alors, côté versatile, c'est quand vos cartes vous permettent, enfin, vous donnent plusieurs choix, si vous voulez, vous permettent de pouvoir vous différencier dans vos choix. Je sais pas si je l'explique bien, mais par exemple, un Chiron, il peut se booster lui-même, il peut booster une autre carte. Donc c'est versatile. Un Sun Wukong, il ne se boostera que lui-même, donc c'est pas versatile. Je sais pas si c'est clair pour vous. Après, le Sun Rare, il perd Fugace et le revient en boucle avec 3 boosts avec Basira. Effectivement, ça c'est fort pour le coup. Le côté où il revient en boucle, mais tu vois, on voit qu'on a d'autres cartes qui peuvent revenir d'elles-mêmes en boucle ou d'autres cartes qui font perdre Fugace à d'autres persos. Donc écoute, effectivement, dans le bénéfice du doute, on va laisser le rare parce qu'il peut revenir indéfiniment. Salut, c'est Binous. Salut Kanjiben, hello, merci pour ton contenu Altered, ça régale. Eh bien écoute, avec plaisir Kanjiben, je me régale aussi à faire du contenu Altered, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de galère, c'est avec plaisir. Donc effectivement, le Sun Wukong, il peut revenir à l'infini, je suis d'accord avec toi, Théozen, donc on va le garder pour l'instant. Ça peut être, on peut le mettre en une fois pour le côté fun dans le deck et dire, allez hop, ça revient à l'infini. Le Atlas, donc le Atlas, on a la version commune qui est gigantesque, et on a la version commune qui est gigantesque, aguerrie, et qui donne 2 boosts en effet de soutien. Donc là, clairement, les gars, on est dans une phase où il faut qu'on fasse le ménage. Ce Atlas qui est commune, on le dégage, parce que, effectivement, si on en met un, ça sera plus la version rare, pour le coup. Le Kaibara, il est gigantesque, mais c'est pareil, on va pas jouer, autant qu'on va pas jouer avec 26 000 cartes aguerries, on va pas jouer avec 26 000 cartes qui ont gigantesque, d'autant plus que le Kaibara, c'est un tour 8, ça coûte très très cher, donc c'est-à-dire qu'il faut le poser, et ensuite, il faut pouvoir le booster. Je pense que le Kaibara, clairement, on peut le dégager. Pareil pour sa version rare. Le Asmodée, c'est pareil. Hein, le Asmodée qui se booste lui-même, qui ne booste pas quelqu'un d'autre. Donc du coup, on le dégage. Cette Dracaena, c'est pareil. Elle se booste elle-même. Elle ne peut pas booster d'autres cartes. Pour le coup, donc je pense qu'on va... Elle passera pas le cut. Ce Physique Drasil qui est gigantesque, mais qui ne donne pas de boost, qui n'est pas aguerri. On le dégage. Cette Ozma qui peut nous faire piocher, donc écoutez, on va voir un peu, ce qu'on en fait par la suite. La main tendue, clairement, c'est une carte qu'on sait qu'on va garder dans notre deck. Pourquoi? Bah parce que ça donne un boost et ça fait perdre Fugace.
La question, encore une fois, ce sera est-ce que ce sera en commun ou en rare. L'entraînement physique, c'est pareil, hein. Entraînement physique, que ce soit en commun ou en rare, on sait qu'on va le garder dans le deck, parce que en commun, c'est une 3 de value pour 2, donc c'est fort, c'est très fort. C'est comme si vous posiez une traceuse Bravos, en termes de value. Atlas rare obligatoire pour moi. On va voir, c'est binous, on va voir un peu la réflexion qu'on aura autour de ça. Donc ça, clairement, c'est des choses qui rentrent dans la synergie du deck, ça donne du boost à qui on veut, c'est parfait. Version rare, ça fait piocher, en plus de ça, ça permet d'avoir toujours des ressources et d'avancer dans le deck, donc clairement, ça s'entend. Le tapis, je pense qu'on va le dégager parce que c'est un emplacement rare. Pour 3, ça peut donner qu'un seul boost si on fait un au résultat du dé, donc c'est pas intéressant, c'est trop, il y a trop de hasard, on va l'enlever. Ce Silène de Kelon, clairement, qui est très fort dans ce deck, parce que c'est peu cher, ça rend la main à l'adversaire, et ça peut faire gagner des boosts. Ça. En fait, ça se rentabilise très rapidement, c'est-à-dire que vous le jouez pour 1, et à partir du moment où vous l'avez incliné 2 fois pour donner du boost, en fait, ça y est, vous l'avez rentabilisé, votre Silène de Kelon, en termes de value. Donc on va clairement le garder ici. Pareil pour le Havre qui se rentabilise rapidement aussi. À partir du moment où vous avez 3 persos qui sortent de la réserve, et bien forcément, vous l'avez rentabilisé, puisqu'il coûte 2, et il aura rapporté 3 boosts supplémentaires. Pareil pour la version rare, qui en plus ravitaille, donc qui fait avancer dans le deck. Donc là, on a passé un premier coup de tamis, on a gardé vraiment les cartes qui, pour nous, semblent un peu plus essentielles que d'autres dans le deck, c'est-à-dire des cartes qui vont se booster, pouvoir booster les autres, qui ont aguerri, comment dire, je perds les mots les gars, qui ont aguerri et qui ont gigantesque, pardon, voilà, je cherchais ce terme, et voilà, qui vont faire proc l'effet de Bazira assez rapidement, donc ça c'est une chose. Havre trop fort. Havre, vraiment, je comprends pas pourquoi ça coûte que 2, c'est tellement fort. Effectivement, Havre, c'est fort aussi, les gars. Chez Bazira, pour le coup, on va s'en rendre compte. Donc là, on a le squelette un peu de notre deck. Donc on a fait un peu de tri, voilà, on est descendu à 11 communes et 16 rares. Donc clairement, on va pas pouvoir tout garder. Il va falloir faire des choix. Du coup, on va aller rajouter un peu de cartes. Alors, attendez, comment je m'y prends, moi, à chaque fois ? Comment je m'y prends Parce qu'il faut que je me remette... En fait, moi, à chaque fois que je deck pardon, c'est en physique. Donc je mets les cartes devant moi, et du coup, je suis très visuel. Enfin, j'aime bien voir directement devant moi et avoir une vue d'ensemble. Et j'avoue que sur un site de deck build comme ça, j'ai moins de vue d'ensemble. Après, comment je m'y prends? Est-ce que je fais direct un deuxième coup de tamis ici, et je fais des choix ici, et après je rajoute les cartes de pioche et de gestion ou pas? Je sais plus. Je crois que là, je vais chercher les cartes de pioche et de gestion, et ensuite, je passe un autre coup de tamis. Je pense que je vais faire comme ça. Salut Wiou, bienvenue à toi sur ce live. La puissance du port du Havre. C'est clair. La vieille ref, vieux, pour ceux qui connaissent. Elle est chambée, celle-là. Du coup, on va refaire un tour, les gars, sur les cartes. On va refaire un tour sur les cartes chez Bravos. Donc, on va mettre... On va enlever les héros, et là, on va commencer à regarder un peu d'autres cartes qui pourraient être intéressantes, notamment pour aller piocher, ravitailler, en fait, pour avancer dans le deck, et les cartes de gestion. Parce que, par exemple, vous voyez, on voit qu'on a le Havre, potentiellement, qu'on peut jouer en rare, qui peut ravitailler, donc on peut avoir des cartes qui peuvent être intéressantes de jouer de la réserve. On voit qu'on a des cartes qui peuvent faire piocher, des cartes qui ont aguerri, etc. Bref... il faut qu'on réfléchisse à ça, il faut qu'on rajoute des cartes de gestion, parce que bien entendu, on est sur Altered, il faut forcément un minimum, je pense, selon moi, de cartes de gestion, parce que votre adversaire peut toujours vous sortir un truc qui fait que si vous ne le gérez pas, vous êtes totalement dans la merde. Donc, forcément, on va mettre des cartes de gestion. On va voir un peu comment on... Cherche à faire un deck Moona pas évident quand on n'a pas tout ce que l'on veut. Ah oui, effectivement, après, quand t'as pas eu les cartes que tu voulais dans tes displays, c'est clair que c'est pas évident, mais tu vois, tu peux quand même essayer de pré-deck build le deck que tu veux, et puis au moins ça te permet de... Après, avec des proxys, pour te rendre compte un peu des effets de cartes et tout, ça se fait totalement. Deux Tanuki uniques qui m'ont l'air pas mal dans le plan Bazira. Ah bah totalement, à voir, hein, ça peut... Les cartes uniques, après les gars, c'est free, moi je vous parlerai pas des uniques, là je vous parlerai juste de comment construire un deck, et du coup après, voir quelle unique on peut mettre en fonction de du style de jeu qu'on a choisi. Donc du coup, ce récupérateur Axiom, qui est une 1-1 pour 1, jeu de la main, 2 jeux de la réserve, qui peut ravitailler quand on joue de la réserve.
Potentiellement, ça peut être intéressant pour avancer dans le deck si on le chope sur un havre, pour le coup. Donc, on va le mettre en un exemplaire. Ces 3 petits cochons, on a vu qu'on avait havre et cylindre de Kélon. Donc, potentiellement, on peut avoir jusqu'à 6 permanents dans le deck. Ces 3 petits cochons qui dit que si vous contrôlez au moins un repère, donc jouer de la main ou de la réserve, ces 3 petits cochons, il prend un boost. Donc, il fait proc l'effet de Bazira, ça devient une 4-4-4 pour 3. Donc, en gros, c'est comme si vous aviez une guerrière de Havre rare, sauf qu'il fait proc l'effet de Bazira, contrairement à la guerrière de Havre rare qui a déjà les 4-4-4 de stats. Lui, ça devient une 4-4-4 de stats en prenant un boost, donc ça peut être intéressant, ce 3 petits cochons. Merde, je fais n'importe quoi. Attendez, le Bazira boost, il est là. Donc on rajoute le récupérateur Axiom, le 3 petits cochons, qu'on n'avait pas mis au début, mais là on se rend compte qu'avec des permanents, on peut le rajouter. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Vous voyez, le Isunboshi, il peut se faire ravitailler par le Havre, donc ça peut s'entendre. Isunboshi, on va voir, parce qu'il donne pas de boost jouer de la main, pour le coup, donc ça ralentit un peu le jeu. Après, c'est un tour 1, à voir. On va voir en fonction de la courbe de mana. Là, il n'y a pas de cartes qui font piocher. La raid qui est aguerrie fera piocher au crépuscule si elle gagne des boosts. Donc ça, faut qu'on retienne. Il n'y a pas trop de cartes de gestion non plus, pour le coup. Non. Ah, le puissant Djinn en rare, il fait piocher, les gars, le puissant Djinn en rare. Puissant Djinn en rare, il fait piocher. Alors, l'intérêt du puissant Djinn, c'est de ramper au bout d'un moment, mais en rare, en fait, son intérêt, ça peut être tout simplement de piocher. On peut totalement se dire qu'on joue le puissant Djinn et que dans ce deck-là, ce puissant Djinn va nous servir à aller piocher uniquement. C'est quelque chose qui peut s'entendre. Lorsque je quitte la zone d'expédition, vous pouvez me mettre dans la zone de mana de mon propriétaire en tant que corps de mana épuisé. Si vous ne le faites pas, piochez une carte. Donc on peut le jouer une fois, il quitte la zone d'expédition, on pioche, il va en réserve, on le rejoue une fois de la réserve, il coûte moins cher de la réserve, il quitte la zone d'expédition, on pioche. Sachant qu'il peut se faire ravitailler par un récupérateur Axiom ou par un havre, donc en rare potentiellement. Donc même jouer, si on le chope dans la réserve, ça peut... son effet se fait proc quand même et il est moins cher. Et aussi, on peut potentiellement lui faire perdre Fugace. On peut potentiellement... Parce que on a un plan de jeu de base, mais il faut pas oublier que des moments, les games vont pas se passer comme vous le voulez. Vous n'allez pas toujours toucher à chaque game la danseuse de l'âme avec votre Chiron, avec votre avant-garde Bravos. Donc potentiellement, on peut lui enlever Fugace avec l'avant-garde Bravos ou avec la main tendue, et du coup dire, bon bah je suis déjà allé piocher 2 fois avec, écoute je lui enlève Fugace, il retourne en réserve, et au prochain tour je le joue de ma réserve pour aller repiocher avec. C'est quelque chose qui peut s'entendre aussi, donc on va le mettre dans le deck, on va voir si on le garde, s'il passera le deuxième coup de tamis. Issun coûte que 1 et il booste en effet de soutien, c'est vraiment à considérer. Bien sûr, c'est pour ça qu'on l'a mis dans le deck. Il coûte 1, il a un spike de 2 en flotte qui est plutôt fort, et bien sûr, il a un effet de soutien qui fait gagner un boost gratos pendant le tour. Donc clairement que oui, Issun s'entend très bien dans le deck. Excusez-moi, je m'hydrate. Du coup, on n'a pas de cartes... Alors là, on commence à arriver sur des cartes de gestion. On a l'intimidation, qu'on a en commune et en rare. Clairement, l'intimidation en rare chez Bravos, selon moi, ça ne sert à rien. La commune fait déjà très bien le taf, donc on va la mettre, c'est une carte de gestion. L'éruption de mana, alors éruption de mana, vous voyez, on n'aurait peut-être pas mis au début, mais vu qu'on commence à avoir du petit Djinn et du puissant Djinn, est-ce qu'on commencerait pas à se dire qu'on peut la mettre dans le deck à voir en termes de carte de gestion, parce que là en fait on défausse un orbe de mana et on gère tout ce qu'on veut. C'est simple, c'est tu gères tout ce que tu veux quoi. Donc on va la mettre en commune et en rare, parce que la rare s'entend, elle est moins chère, pourquoi pas. Ensuite en meunier Tudor, clairement pour endormir un perso pour 2, je trouve ça un peu cher pour Bravos par rapport à ce qu'on peut faire d'autre. Et en plus on n'a pas spécialement envie d'endormir nos persos pour le coup. Pas fan des cartes qui renvoient en main. Ah bah oui et non, en fait tu vois l'intimidation elle coûte très peu cher hein. C'est une carte qui coûte 2 et vraiment jouer en fin de tour, tu la joues comme je dis à chaque fois, l'intimidation, ton adversaire il lui reste plus que 2 mana, tu lui renvoies un tour 3 en main. T'es sûr qu'il peut pas jouer son tour 3, des moments en fonction de la situation, ça peut vraiment être game changer de ouf. Vraiment l'intimidation, pour moi c'est une très bonne carte de gestion. C'est une très bonne carte de gestion, le Havre. En fait, la question c'est, est-ce que tu renvoies en main un perso où... déjà, renvoyez pas de permanent avec l'intimidation en main, sauf si c'est un monolithe qui coûte 4. Ou un
ou un, comment ça s'appelle, un transporteur hard disk qui coûte 3 à la limite. Mais si tu renvoies un perso qui coûte 1 ou 2 en main à l'adversaire, oui, là, t'as pas fait de value. Par contre, avec l'intimidation, si tu lui renvoies en main un perso qui coûte 3 ou 4, toi, t'as utilisé 2 de mana pour renvoyer en main à l'adversaire un personnage qui coûte 3 ou 4 de mana, donc bien sûr que ça a de la value, bien sûr que lui, ça va le ralentir si tu fais ça. Salut Kenpachi, bienvenue à toi. Tu mets un gigantesque qui coûte cher, tu es content de pouvoir lui renvoyer. Oui, voilà, tu vois. Alors, tu peux renvoyer un personnage de coup de main 4 ou moins. Donc, je sais pas s'il y a des gigantesques qui coûtent 4 ou moins. Je pense pas. Tu renvoies des grosses cartes au dernier tour avec Intimidation, c'est win. Ouais, voilà, c'est ça, des cartes. Intimidation, c'est très fort contre les cartes qui s'ancrent aussi. Notamment chez Muna, tu vois. Les cartes qui prennent full boost et que tu renvoies en main et qui n'ont pas conservé leur boost. Notamment les cartes aguerries. Intimidation, ça renvoie énormément de choses en main, c'est très très fort pour le coup. Atlas Transfuge, bien sûr que l'Atlas Transfuge est là. Bien sûr qu'il est là. Merci Kenpaishi pour ton follow. Merci Kanjiben. Excusez-moi les gars, comment ça se fait que j'ai pas l'alerte? Ah, j'ai pas mis l'alerte les gars. Attendez. Excusez-moi, my bad. Je vais mettre ça tout de suite. Parce que je veux avoir l'alerte tout simplement. Alerte follow, ok. Voilà. On va le mettre en un peu plus petit quand même. On n'est pas des sauvages. Mais oui, cette intimidation, en vrai, les gars, c'est une bonne carte de gestion chez Bravos. Hein. Ne la sous-estimez pas. Hein. Ne la sous-estimez pas. Donc, on va la mettre, l'intimidation. Cette éruption de mana, très bonne carte de gestion, à condition qu'on ait rampé, pour le coup. Très bonne carte de gestion en fin de partie, plutôt qu'en début de game. Donc pareil, on va mettre ça dans le deck, on verra si ça passe le deuxième coup de Tamis. Éruption c'est trop fort pour 2 si tu joues les djinns, en plus pour avoir du mana advantage. Bah oui voilà c'est ça, vu qu'on jouait potentiellement les 2 djinns, ça s'entend. Atlas, il est Bravos, pas transfuge. Ah oui pardon, oui Atlas en rare, pour le coup. Excusez-moi. Ensuite, on a la moisson de mana en carte de gestion. Mettez un personnage ou permanent ciblé dans la zone de mana de son propriétaire, ça veut dire que bon, on gère n'importe quelle carte, n'importe quel permanent de l'adversaire, mais on le fait ramper. Je suis moins fan pour le coup. Je préfère beaucoup plus cette version-là où on le fait pas ramper. Nous, on perd un orbe de mana qu'on aura potentiellement gagné au préalable grâce au petit djinn ou au puissant djinn, donc ça m'intéresse pas pour le coup. Cette Dorothy Gale en carte de gestion m'intéresse pas trop parce que je la trouve un peu chère. Puis jouer de la réserve, bah, elle est plus intéressante. Donc non. Et puis écoutez, on commence à être bon, j'ai l'impression. Ouais, on a fait le tour. On a fait le tour. Donc là, on a rajouté potentiellement des cartes qui faisaient piocher, des cartes de gestion. Je vais sauvegarder. Et on va retourner sur le deck. Donc là, voilà les cartes qu'on a. On voit qu'on a 20 rares et 13 communes. Donc là, clairement, sachant que les rares, on va pouvoir en garder potentiellement que 5 en 3 exemplaires, il va falloir faire un gros tri et un choix sur les cartes qu'on va garder en rare et les cartes qu'on va garder en commune. C'est à partir de là que ça se fait, pour le coup. Je pense pas que c'est compliqué à build quand même. Bravos, je pense pas que ce soit le plus dur à build, pour le coup. Après, ça dépend des affinités de chacun. En fait, il y a tellement les factions ont tellement des façons de jouer, des gameplays bien différents que y en a qui vont trouver ça hyper compliqué à build, Bravos, et qui vont trouver Izmir facile à build, et d'autres, au contraire, qui vont trouver Izmir compliqué et Bravos facile, etc. Pour le coup, Bravos, personnellement, moi, je trouve pas ça compliqué. En tout cas pour Bazira, parce que clairement le plan de jeu est clair. Il y a des persos où effectivement le plan de jeu peut être beaucoup plus difficile, et même je pense qu'il y a des decks aussi, pour chaque héros et chaque faction, qui sont beaucoup plus difficiles à aller build, à aller chercher, quoi. Bon du coup, on va passer un deuxième coup de tamis là-dedans. Je suis incapable de réfléchir à un deck contrôle perso. Ah bah tu vois, moi non plus, dans les anciens TCG, j'y arrivais pas. Mais tu vois, Akesha contrôle, je trouve que ça coule un peu de source, tu vois. Après, j'avoue qu'un contrôle late game, tu sais, avec genre le permanent, là, le Kadigir et tout, j'avoue que je me suis pas penché là-dessus. Mais contrôle, c'est quand même beaucoup plus difficile à build, je pense, en général, que du mid-range ou que du aggro, parce qu'en fait, du contrôle, c'est très abstrait. Par rapport à du aggro, du mid-range, où c'est quand même beaucoup plus concret, c'est-à-dire que tu vas beaucoup poser des créatures et avoir des effets qui vont booster ces créatures ou qui vont gérer les créatures adverses. Ou alors au contrôle, c'est tu te dis, bon bah voilà, je vais faire pratiquement que gérer les créatures adverses,
Et du coup, ça reste beaucoup plus abstrait, selon moi. Alors, premier coup de tamis passé, on a rajouté des cartes qui pouvaient accélérer le deck, notamment en termes de pioche, et des cartes qui pouvaient permettre d'amener un peu de gestion. Et là, va falloir passer un gros coup de tamis, les gars. Là, clairement, va y avoir des morts, va y avoir des larmes, de la sueur et du sang. On va perdre des soldats. Mais voilà, il va falloir passer le gros coup de tamis. Trop envie de créer un deck contrôle avec le Kadigir. Ah ça, j'avoue, c'est quelque chose. Kadigir, c'est très cher. Je sais pas si on a des cartes qui permettent de réduire. Bref, je pense que c'est un truc qu'on pourra s'amuser à faire sur la chaîne, mais j'avoue que ça doit être quelque chose à construire. Donc ce récupérateur Axiom, on a dit qu'on le prenait pour la pioche, on va voir. Ce 3 petits cochons, il s'entend. Alors, en fait, on a combien de tours 1 jouer de la main, on a à peu près 11 tours 1. Donc clairement, les gars, il va falloir qu'on fasse le tri sur nos tours 1. Ça, on le sait. Jouer de la main, on a 12 tours 2. On a 8 tours 3. 1 tour 4, 1 tour 5. Ok. Donc on voit quand même qu'en termes de courbe de mana, avant même de faire le tri, on part quand même sur un deck plutôt agressif, c'est-à-dire qu'il va pas avoir besoin de beaucoup de mana dans le deck pour tourner, donc par contre qui va s'épuiser assez rapidement, parce que forcément, plus on joue des cartes qui sont peu chères, plus on crache des cartes de notre main, et plus on a besoin d'en avoir en main pour pouvoir les cracher, et ainsi de suite. Donc il va falloir quand même qu'on ne perde pas de... En fait, qu'on puisse avoir toujours des ressources, donc il est important qu'on garde des cartes qui ravitaillent et des cartes qui piochent, tout en gardant cette synergie de boost, d'aguerri, etc. et de faire perdre le côté fugace de nos cartes qui sont aguerries. Peu cher. Oh, peu cher. Donc le récupérateur Axiom qui ravitaille, pour l'instant on le garde. Ce 3 petits cochons, on va voir. On a dit qu'on faisait le tri sur les tours 1. Donc récupérateur Axiom, ça ravitaille. Le Ratatosk, écoutez, en termes de tour 1, il se booste que lui-même, et en étant joué de la réserve, pas en étant joué de la main. Donc là, je suis désolé pour tous les fans de Ratatosk, mais il est mignon, mais on se dit qu'on le dégage, parce que il est moins opti, pas qu'il est mauvais, mais qu'il est moins opti dans notre synergie. Le Isunboshi, écoutez, il donne pas de boost quand il vient sur le terrain, mais il donne quand même un boost gratos à qui on veut. Ratatosk, lui, donnait du boost pour 3 à lui-même, donc ça devenait une 3-3-3 pour 3. Isunboshi, lui, donne un boost à qui on veut, et donne un boost gratos, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de payer de mana pour gagner son boost. C'est quand même beaucoup plus fort que ce que propose Ratatosk, même si effectivement, quand on joue de la main, on ne fait pas proc l'effet de Bazira, il ne donne pas de boost en étant joué de la main, mais il redonne la main à l'adversaire, il a un spike en flotte qui peut être pas négligeable, donc je pense qu'il va rester. Par contre, je pense que sa version commune est clairement assez forte, pour qu'on n'ait pas besoin en fait de jouer sa version rare pour le coup. Sa version rare, en fait, si vous voulez, c'est pareil, hein, on a 19 rares, il va falloir qu'on fasse le tri sur les rares. Clairement, en fait, savoir si vous gardez une carte commune, une carte rare, si la carte commune est déjà très forte par rapport à la carte rare et que la rare n'apporte pas de réelle plus-value, déjà on peut commencer à dégager ça. Donc le Isunboshi en rare ici, en jouer de la réserve, pour 2, vous apportez une 0-0-2 sur le terrain qui fait gagner un boost. On préférera le défausser de la réserve pour faire gagner un boost gratuitement, donc ici, la version rare du Isunboshi dégage. Ce petit Djinn qui se fait gagner un boost, mais surtout qui nous fait ramper. Et en fait, on pourrait se dire, quel est l'intérêt de ramper dans un deck aggro? Effectivement, là-dessus, je suis d'accord avec vous les gars. Pareil hein, pour le tour 1. Alors la version rare semble plus intéressante parce que c'est un tour 1 pour le coup, donc on peut le jouer beaucoup plus facilement et il peut nous permettre de ramper beaucoup plus rapidement. Fait péter, ramper dans un aggro pour passer sous une barrière. Et en fait, l'intérêt potentiellement de ramper ici, ça va être de pouvoir jouer et notamment l'éruption de mana, mais aussi ça va permettre d'arriver plus rapidement à la phase du jeu où quand on pioche nos 2 cartes en main, on a assez de mana pour dire je garde mes 2 cartes. Il y a ce côté-là aussi dans Altered, je sais pas s'il y a des gens qui ont joué beaucoup de parties ici, si vous serez d'accord avec moi, mais moi j'ai remarqué que dans Altered, il y a un moment où tu as assez de mana et tu te dis que les 2 prochaines cartes que tu pioches, quoi qu'il se passe, tu vas pouvoir les garder. Et du coup, l'intérêt dans ce deck-là,
avec ce petit Djinn, moi en tout cas j'aime bien l'idée, j'aime bien cette idée-là, c'est de me dire que, bah écoutez, ok, au début je vais ramper, je vais poser des petites cartes en plus. Je pense que la rare s'entend beaucoup plus que la commune, mais on va voir encore une fois. Mais voilà, jouer pour 1, t'as une 0-2-0, t'as un spike en terre qui est pas négligeable, et s'il se fait ravitailler par le Havre, ou s'il se fait ravitailler par le récupérateur Axiom, et ben on joue tout de suite de la réserve pour 2, c'est une 1-3-1 sortie de réserve qui fait proc l'effet de Basira, et potentiellement jouer pour 1, on peut directement lui donner un boost avec un cylindre de Kélon. Merci à toi pour le follow. Drumval, merci à toi vieux, bienvenue sur ce live, bienvenue. Donc il peut potentiellement gagner directement un boost avec le cylindre de Kélon, ou il peut potentiellement gagner directement un boost soit avec un Chiron, soit avec l'effet de Basira. Donc clairement ce petit Djinn, il peut... Salut Drumval, bienvenue. Merci Dubitard pour ton follow, merci à toi. Bienvenue les gars, le puissant Djinn, il est bien avec éruption de mana, effectivement. Donc ce petit Djinn s'entend totalement, et en plus nous permet d'arriver à un niveau de mana qui nous permettra à chaque fois de piocher 2 cartes et de dire je garde mes 2 cartes, ce qui peut être intéressant. Donc on va le laisser ici pour l'instant. La pionnière Bravos, clairement elle est intéressante qu'en rare, on a vu. La raid, elle est intéressante parce qu'elle a aguerri. Et elle est surtout intéressante en version rare parce qu'elle nous permet de piocher. On a vu quand même qu'il y avait besoin d'avoir des ressources. Donc écoutez, on va garder ça de côté pour l'instant. Le Chiron, écoutez moi les gars, le Chiron, sa version commune m'intéresse plus que sa version rare. Pourquoi? Bah pour ce que j'ai expliqué tout à l'heure en fait. Sa version rare demande une condition de plus que sa version commune. La version commune, toute seule, dans un deck Basira, vraiment, elle se vaut elle-même, c'est un adulte indépendant. Vous voyez, il a passé ce cap de l'enfance, Chiron, dans un deck Basira. Il est adulte, il a eu son appart tout seul, il fait le ménage, il se fait à bouffer, voilà, tu vois, c'est un adulte vraiment indépendant, c'est plus un ado, et clairement, de lui-même, il peut se booster, il peut booster quelqu'un d'autre, en se boostant, il peut prendre le boost de Basira, il peut booster quelqu'un d'autre, donner le boost de Basira à quelqu'un d'autre, il peut booster quelqu'un d'autre, prendre le boost de Basira, bref. Alors que là, ça demande d'avoir forcément un autre personnage sur le terrain, sur ce Chiron. Donc du coup, c'est une contrainte en plus selon moi. Donc c'est pour ça que je vais lui préférer, je pense, la version commune plutôt que la version rare, même si la version rare s'entend parfaitement et que la version rare est très très forte. Mais moi le Chiron commun, je le trouve plus simple à jouer et on est obligé de retirer des rares les gars. Il est que 1-0-0 en rare. Et alors il est que 1-0-0 mais il donne 2 boosts. Alors que la version commune est 1-1-1 mais il donne qu'un seul boost. Donc en termes de value, t'as un peu plus de value avec la version rare mais t'as une condition en plus, qui est d'avoir forcément un autre perso sur le terrain. Pour avoir sa value au max, quoi. Donc du coup, on va le garder en commune. L'avant-garde Bravos, on le sait, on va la jouer. Cette avant-garde Bravos. En commune ou en rare, on va voir. La videuse Bravos, écoutez, moi je pense qu'elle est déjà très forte en commune. Elle est déjà très forte en commune parce qu'en commune, elle sabote. Et jouer de la réserve, elle gagne son boost. Et potentiellement c'est une 4-4-4 pour 3 si on lui donne le boost de Basira. Donc en fait, est-ce que gagner un boost supplémentaire joué de réserve nécessite de la jouer en rare? C'est ça la question qu'on doit se poser. Pourquoi est-ce que ici je jouerai la version rare plutôt que la version commune? Gagner un boost, je vais déjà en gagner assez des boosts comme ça dans Basira. Donc clairement la version rare ne prévaut pas sur la version commune. Je pense qu'en commune c'est déjà très très bien. On peut enlever la version rare. Chiron commune, c'est grave ok tiers dans Basira. Pour moi, c'est plus que ok tiers, vraiment. Hein. Des moments, vous allez voir, hein, quand vous allez jouer des decks, vous n'allez pas avoir des mains qui vous arrangent. On n'a pas tout le temps les mains qu'on veut avoir. Et moi, je sais que ce Chiron, en fait, deck Basira, j'en crée un pour un pote à moi. Et ce Chiron, il est vraiment, quand vous l'avez dans Basira, vous êtes content parce que vous savez qu'au moins, vous avez un truc qui peut gérer, qui est versatile, qui... Vraiment, Chiron, c'est le tonton, quoi. C'est le tonton qu'on aime bien avoir, qui nous amène voir les matchs de foot le week-end, c'est le bon tonton, quoi. Du coup, la videuse Bravos en commune. Alors, la danseuse de l'âme, Bravos, on sait qu'on va la jouer, forcément. La question, c'est en commune ou en rare, on va voir après. Tu vois, là, le Sun Wukong en rare, il s'entendait, tu vois, pour le côté fun, mais tu vois, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rares encore, là, qu'on va devoir encore épurer, etc. Donc,
Le Sun Wukong rare, c'est cool, tu vois, hyper fugace, il se booste lui-même, mais il est pas versatile, il est pas assez versatile si tu veux. Ça se fait saboter facilement. Bon, aussi bien que les autres cartes, hein, tu me diras. Mais c'est pareil, c'est cher aussi. C'est-à-dire qu'on est dans un deck peu cher, donc... Moi, ce Sun Wukong rare, il me plaît pas. Il me plaît pas, les gars. Chiron, commune, une 30... Une quoi? Une 3-3 pour 2 de mana, c'est ça. Sun Wukong rare, je sais pas, c'est pas... Pour moi, c'est pas assez fort par rapport au reste des cartes. Donc c'est pas assez versatile aussi, donc c'est pour ça qu'on va le dégager. Ce puissant Djinn qui est une carte de pioche, on va voir après pour la pioche. Le Atlas qui clairement je pense ça peut être notre petit ton du deck, notre petit buff qui arrive, qui prend tous ses boosts, qui met ses boosts sur les 2 expeds, en plus qui les conserve en réserve et donc qui sera rejoué avec ses boosts le tour d'après, donc ça peut être très très fort pour le coup, ce Atlas. Donc ça peut être notre Hydra Kaena du deck, ça peut être notre petit ton là, notre petite win condition, ce Atlas, qui est pas dégueu. Moi je trouve ça intéressant de le garder pour le coup. Je pense que si on garde une carte gigantesque, on garde elle, et c'est clairement elle qu'on va garder pour le coup. En fait, le Atlas, vous voyez, une carte qui a aguerri, elle va multiplier par 2 vos boosts, parce qu'elle va garder ses boosts sur 2 tours. Une carte qui a ancré, elle va multiplier par 2 vos boosts, parce que c'est pareil, elle va garder vos boosts sur 2 tours. Une carte qui est gigantesque, elle va multiplier vos boosts par 2, parce qu'elle va mettre les boosts sur 2 expéditions. Et en fait, ce Atlas, il multiplie vos boosts par 4, parce qu'il les joue sur 2 expéditions et sur 2 tours. Et c'est pour ça que Atlas dans Bazira, je pense que c'est une carte cool à jouer, qu'il faut mettre au moins en un exemplaire parce que c'est une très bonne win condition. Pour Chiron, entre rare et commune, ma réflexion c'était surtout sur ce qu'il apporte. C'est soit 3-3-3 commune, soit 4-3-3 rare, donc la différence est tellement minime que la commune suffit. Exactement Théozen, et en plus de ça, ça t'apporte 1 de stats dans un biome pour une condition, enfin pour une contrainte en plus qui est d'avoir au moins notre perso à jouer avant lui. Ozma, elle fait piocher, on va voir après. Main tendue, c'est pareil. Là, il va falloir se poser des questions. La main tendue. Elle fait gagner un boost et fait perdre fugace à un perso en commune. Et en rare, elle est fugace, donc on peut pas la rejouer de la réserve. Et elle fait gagner 2 boosts. C'est tout ce qu'elle apporte en plus. Un boost supplémentaire en gagnant fugace, donc on peut pas la rejouer de la réserve. Pardon, excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix. Du coup, est-ce que cette main tendue rare vaut vraiment le coup par rapport à la main tendue commune? Je ne crois pas. Je pense que clairement, il n'y a pas spécialement besoin. L'entraînement physique, la question se pose. Parce que bah, ça fait piocher en rare. Ça coûte 1 de plus, mais ça fait piocher. Donc on va voir intimidation, éruption de mana. On va voir aussi cylindre de Kélon. Alors là, la question se pose pour le Havre. Bastion Bravos et le Havre en commune et en rare. Le Havre en commun se vaut déjà lui-même. C'est-à-dire qu'il fait... Il fait gagner un boost à vos persos en sortie de réserve. C'est fort. On a le Havre Bastion en rare qui lui ravitaille, donc qui nous donne une demi-carte qui peut automatiquement directement se prendre un boost en sortie de réserve. C'est fort aussi, ça nous permet d'avancer dans le deck. On aime bien pouvoir ravitailler des récupérateurs Axiom, on aime bien pouvoir ravitailler des Isun Boshi, des petites Djinns. Donc on voit que ça peut quand même comboter ce Havre Bastion Bravos en rare avec plusieurs cartes du deck. On voit quand même qu'il y a des synergies qui commence à rentrer entre nos différentes cartes. Alors ce qui est embêtant avec ça, c'est qu'on ne veut pas trop se faire ravitailler nos cartes qui ont aguerri, parce que nos cartes aguerries, on veut d'abord les jouer de la main, qu'elles prennent leur boost, qu'elles aillent en réserve, et ensuite qu'on les rejoue de la réserve pour profiter des boosts qu'elles auront gardés. Donc c'est embêtant si ça nous ravitaille nos cartes aguerries, mais pas tellement, parce que bah, justement on aura nos avant-gardes qui pourront enlever Fugace, et on aura nos mains tendues qui pourront enlever Fugace. Donc à la limite, le ravitaillement, je pense qu'on peut en prendre, mais pas trop non plus. Il va falloir qu'on se mesure un peu sur le ravitaillement. Cylindre de Kélon, c'est très fort, parce que peu importe que ce soit jeu de la main ou de la réserve, on fait gagner le boost. Donc c'est vraiment parfait, quoi, pour le coup. Du coup, en termes de cartes de pioche, on a le récupérateur Axiom, qui ravitaille. On a le Havre, qui ravitaille. On a l'entraînement physique, qui fait piocher. On a la raid en rare, qui fait piocher. On a quoi d'autre? Et on a le puissant Djinn qui fait piocher. Qu'est-ce qui... Ah oui, on a la Ozma qui fait piocher. Quelles sont les cartes les plus contraignantes? Là, on a beaucoup, je pense, trop
de cartes qui font piocher. On n'a pas besoin de tant de cartes que ça qui font piocher. Je pense que on peut prendre 2 fois 3 exemplaires de cartes qui nous permettent d'avancer dans le deck ou de faire piocher, ce genre de choses. C'est déjà un bon début. 3 fois 3 exemplaires, entre 6 et 9 cartes qui font piocher dans un deck, je pense que c'est un bon équilibre, si vous voulez deck builder. Je pense que 3 c'est trop peu, surtout dans un deck aggro. En fait, dans un deck aggro, 3 cartes qui font piocher, c'est trop peu. Dans un deck contrôle late game, par exemple, un Hatsadi qui pioche de lui-même de par son pouvoir, à la limite, Hatsadi, vous pouvez le jouer pratiquement sans mettre de cartes de pioche dedans. Mais dans un deck Basira, où on a une courbe de mana qui est relativement faible, où on va lâcher nos cartes, après il y a le côté où on va souvent rejouer nos cartes de la réserve qui vont perdre Fugace. Donc on peut se permettre de pas non plus mettre trop de cartes qui permettent d'aller piocher. Puissant Djinn peut être un peu cher, à part si tu veux ramp encore. Ouais, on va voir ça Théozen. Mais oui, effectivement, le Puissant Djinn peut être cher. Donc, faut qu'on prenne ça en compte. La Ozma, elle demande quand même une sacrée condition. Moi, c'est celle qui me vient à l'esprit en premier. Qui fait qu'il faut forcément contrôler au moins 2 autres personnages boostés et la jouer derrière pour pouvoir piocher une carte. Donc, ça nous demande quand même d'avoir déjà du board avant de la jouer. C'est une condition qui est un peu forte parce que si on la pioche dans les premiers tours, clairement, ça va être difficile d'avoir 2 autres personnages boostés plutôt qu'elle pour pouvoir bénéficier de son effet de pioche. Donc je pense qu'ici, la condition est trop contraignante. Donc on peut la dégager, cette Ozma, par rapport aux autres cartes qui nous permettent d'avancer dans le deck. Ce Puissant Djinn, alors en fait, le Puissant Djinn, c'est cher. Je suis d'accord avec toi, jouer de la main, c'est cher. Mais jouer de la réserve, c'est pas cher. C'est 4-4-0 de stats pour 3, c'est pas cher du tout. Et en fait, Puissant Djinn, c'est une carte qui peut te faire piocher 2 fois. Elle te fait piocher une fois jouer de la main, en quittant l'expédition, une fois jouer de la réserve en quittant l'expédition, et surtout, une fois que tu l'as posé sur ton terrain, Puissant Djinn, c'est de la pioche assurée. Parce que c'est en quittant l'expédition que tu fais son effet. C'est-à-dire que ton adversaire te la renvoie en main, ton adversaire te la renvoie en défausse, en réserve, dans ta zone de mana, tout ce que tu veux. Bref, à partir du moment où il quitte l'expédition, tu es certain de piocher. Donc même si ton adversaire te la gère, la seule façon que ton adversaire a de te la gérer pour empêcher de piocher, c'est de te la saboter. Donc Puissant Djinn, c'est cher, mais j'aime bien ce côté où il peut aller nous faire piocher au moins 2 fois. Une fois sûr, 2 fois très souvent, voire 3 fois si on lui enlève Fugace des moments, pour le coup. Donc moi j'aime bien ça, j'aime bien l'idée de se dire que ce Puissant Djinn, il nous assure, il peut se faire ravitailler sur du Havre, c'est pas dérangeant, et en plus il a ce côté versatile où on peut se dire, bah écoute, là j'ai pas besoin de piocher, tu sais quoi, je vais le mettre dans le mana, et là j'ai mon Atlas en main, au prochain tour je vais pouvoir te jouer mon Atlas et le booster direct derrière. Donc clairement ce Puissant Djinn, moi j'aime bien l'idée de le garder pour l'instant. On a la raid qui est aguerrie. Donc raid aguerrie, je me dis, vu qu'elle a aguerri, c'est forcément un perso à qui on va faire gagner du boost. Pour le coup, au crépuscule, si j'ai au moins 3 boosts, piocher une carte. Donc on voit que déjà on peut avoir un très beau combo raid into entraînement physique. Donc raid tour 2 into entraînement physique tour 2 pour 4, jouer de la main. On a une 5-5-5 qui à la fin du tour te fait piocher. C'est pas dégueu, et qui va conserver ses boosts en réserve. C'est-à-dire qu'au prochain tour, c'est une 5-5-5 pour 3 jeux de la réserve, qui à la fin du tour te refera piocher. Ce qui est pas dégueu pour le coup. Elle peut te faire piocher 2 fois aussi pour moins cher que le Djinn. Et effectivement, c'est ce qu'on c'est ce qu'on est en train de voir au Théozen. Donc effectivement, elle est très intéressante cette raid. Et en fait, pourquoi elle est intéressante? Parce que, étant aguerrie, on va forcément la faire... ça va forcément être un aimant à boost. Et je me dis que, quitte à ce que ce soit un aimant à boost, autant que ce soit rentable pour nous et qu'elle vienne nous faire piocher. Alors bien entendu, ça va être forcément la cible des cartes de gestion de votre adversaire, mais en même temps les gars, on peut pas jouer en se disant que tout peut être contré. Donc je pense que ça peut être un bon pari, cette raid. De toute façon, qu'on la boost en étant aguerri ou sans pouvoir de pioche et avec pouvoir de pioche, si c'est une carte relou, notre adversaire la gérera. Et s'il gère la version rare, eh ben, il n'aura pas géré potentiellement notre danseuse de l'âme à côté, ou ce genre de choses. Donc moi je pense que la raid, en termes de moteur de pioche qui est pas très contraignante dans le deck, la version rare s'entend totalement, donc je pense qu'on peut se dire qu'on joue la raid en rare et qu'on enlève la version commune, pour le coup. C'est dommage qu'on puisse pas ajouter des exemplaires d'ici, des cartes qu'on a déjà dans le deck. Petite amélioration à faire sur le site pour le coup.
Ensuite, le récupérateur Axiom, ça ravitaille. Le Havre Bastion Bravos, pardon, ça ravitaille. Qu'est-ce qu'on enlève? Je pense que 2 cartes qui ravitaillent, c'est trop, parce qu'on veut pas trop ravitailler dans notre deck. Parce qu'on a quand même des cartes qui sont aguerries, donc on veut jouer de la main avant de les jouer de la réserve. Donc je pense que 3 cartes qui ravitaillent dans le deck, c'est bien. Quelle est la meilleure carte ici? Le récupérateur Axiom, il ne fait que ravitailler. Là où le Havre Bastion Axiom, non seulement il ravitaille, mais il donne des boosts. Donc ça rentre beaucoup plus dans la synergie de Basira. Là où le récupérateur Axiom, je pense qu'il ralentit un peu la synergie de Basira parce qu'il ne donne pas de boost. Il ne fait que ravitailler. Même si ça s'entend, hein, pour le coup. Ça s'entend, vous pouvez avoir des récupérateurs Axiom dans un deck Basira. Mais pour moi, c'est quand même moins optimisé. Donc je pense que le récupérateur Axiom, ici, on va le dégager. On se dit qu'on garde le Havre Bastion Bravos en rare pour ravitailler. Et que ce sera la seule carte du deck qui ravitaillera. Parce que on aime bien ravitailler, comme je l'ai dit, un petit Sunboshi qui va faire son effet de soutien directement gratuitement depuis la réserve, un petit Jin du coup qui sortira directement de la réserve, qui n'aura pas besoin de jouer de notre main pour faire gagner son boost et qui ira direct en mana, le puissant Jin qui aime bien se faire ravitailler aussi, et sinon pour le reste, bon bah le Chiron fait quand même son effet de la réserve, et toutes nos cartes qui ont aguerri, eh ben, on peut leur enlever Fugace avec l'avant-garde Bravos ou avec la main tendue, donc clairement ce Havre Bravos on peut se dire aussi qu'on va le mettre en rare dans ce deck, et on peut enlever la commune. Donc on voit qu'on commence un peu à, vous voyez, enlever les cartes au fur et à mesure, et qu'on a un squelette de deck qui commence à ressembler à quelque chose. Excusez-moi, je bois. Je bois, je n'en peux plus, je ne fais que parler. Du coup, on voit qu'on a 12 rares. Bon, on en a encore un peu trop. On a 10 communes. Là, on va commencer à tailler dans le dur, les gars. Là, ça va tailler dans le dur, c'est-à-dire que les cartes staple, on va commencer à les mettre en 3 exemplaires dans le deck. Donc on va retourner là. On va prendre notre deck Basira Boost. Et on va se dire, ces cartes-là, c'est sûr, c'est 3 exemplaires dans le deck. Qu'est-ce qui est 3 exemplaires sûrs dans le deck? Raid, notre moteur de pioche. On le met en 3 exemplaires. Pour le coup, on sait, on veut piocher. C'est une carte qui a aguerri, on va forcément lui donner des boosts. On le met en 3 exemplaires. Le Chiron, on le met en 3 exemplaires. Merde. Après, il y a d'autres cartes que j'ai pas mis, sur lesquelles j'ai pas encore fait le cut. Je suis peut-être allé un peu trop vite. Attendez, my bad. Il y a des cartes sur lesquelles je suis pas passé. Excusez-moi, c'est la fatigue. L'entraînement physique. Entraînement physique en pioche. L'entraînement physique qui peut piocher. La question, c'est... En fait, on a déjà le Havre qui ravitaille. On a déjà Raid qui nous fait piocher. Là, en gros, on a un choix à faire entre entraînement physique en rare qui fait piocher et qui donne 3 boosts, mais qui coûte 3, ou entraînement physique en commune qui donne 3 boosts, mais qui coûte 2 jouer de la main, ce qui est pas négligeable par rapport à la version rare, ou alors ce puissant Jin en rare qui fait piocher plusieurs fois, qui ne donne pas de boost, mais qui peut revenir en fait indéfiniment, enfin qui peut revenir au moins 2 fois. En gros, là, il y a 2 écoles. Il y a 2 écoles, là c'est vraiment, on va dire, un choix cornélien. Moi j'aime bien le côté entraînement physique pour 2 jouer de la main. Je suis hyper fan de ça. Newbie Turn, si on joue Éruption de mana sur un Hydra Kaena avec Corias 1, est-ce que le coût de la carte Éruption de mana coûte 1 de plus? Oui, totalement. Totalement, ton Éruption de mana, s'il coûtait 3, il coûte 4. Si t'as un Corias 1. Puissant Jin, mieux potentiel, 6 de pioche. Puissant Jin, mieux potentiel, 6 de pioche avec le Jin. Je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Théozen, je n'ai pas compris. 3 x 2. 3 x 2, je ne comprends toujours pas. Théozen. Donc voilà, en fait là il y a un choix à faire entre Puissant Jin et entraînement physique. En fait je me dis que, quitte à jouer l'éruption de mana qui est quand même une très bonne carte de gestion, moi j'aime bien l'idée de ce Puissant Jin, je sais pas pourquoi, j'aime bien. En fait je me dis qu'entraînement physique c'est déjà très fort en commune, ça donne déjà ces 3 boosts en commune, et que des moments en fait je préfère avoir un entraînement physique qui coûte 2 jouer de la main que 3, même si ça me fait piocher, sachant que dans le deck j'ai déjà le Havre qui ravitaille, j'ai déjà la Raid qui fera piocher, et potentiellement le Puissant Jin qui peut faire piocher aussi. Même si Puissant Jin, je suis d'accord avec vous, que ça rentre pas du tout dans l'esprit du deck, où ça fait pas gagner de boost.
ça sert juste à faire piocher, c'est un full moteur de pioche. C'est-à-dire qu'on limite on n'ira même pas ramper avec le puissant jean, on ira juste piocher, piocher, piocher. Donc je sais pas les gars, je sais pas. Après on peut se dire qu'on met un entraînement physique en rare, deux en commune, et qu'on se met 2 puissants jeans dans le deck en rare. Hein. Ça c'est quelque chose qui peut s'entendre aussi. Pour le coup. C'est quelque chose qui peut s'entendre. L'intimidation, clairement, je pense que... l'intimidation, l'éruption de mana, je pense pas qu'on la jouera en rare, parce que là, on a clairement trop de slots de rare, ici. Donc l'éruption de mana en rare, on va la dégager. Si on la joue, je pense que ce sera clairement en commune, juste de l'avoir moins cher, vu qu'on rampe. Bon, je pense pas que ce soit tant vital que ça. Est-ce que ces 3 petits cochons, ils passent pas le cut? Je pense pas, hein. Pareil, les 3 petits cochons, il fait proc Basira, mais il se booste que lui-même, il va pas booster d'autres cartes, il a pas aguerri, c'est juste une 4-4-4 pour 3. On a quand même d'autres cartes qui entrent mieux en synergie entre elles-mêmes que ce 3 petits cochons. Ce 3 petits cochons, si on lui enlève Fugace, bon bah il retourne juste en réserve et ça sera de nouveau une 4-4-4 pour 3. Alors que si on enlève Fugace à Red, si on enlève Fugace à la danseuse Bravos, si on laisse Fugace à la pionnière Bravos, bon bah voilà, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'elles conserveront des boosts qu'on aura pu donner multipliés sur elles. Donc ce 3 petits cochons, on va le dégager ici. Je testerai bien le deck sans puissant jean et voir si je manque de pioche en playtest. Ah ben bien sûr, bien sûr. Après, de toute façon, effectivement, là on est en train de build, donc là c'est que du théorique. Après, bien entendu, il y aura des phases de test où vous allez jouer le deck et vous allez vous dire « Ah mais non, en fait, telle carte ça passe pas du tout » ou « Telle carte ça passe parfaitement ». Donc effectivement, il y aura ce tri-là qui se fera au moment de jouer le deck et de le tester. Moi, je sais pas si j'ai moyen de me faire une Tomoe rare avec ce deck ramp. Bah, en vrai, c'est pas vraiment un deck ramp, hein, pour le coup, les gars. En fait, le côté ramp, c'est pas pour aller jouer des grosses cartes derrière, c'est surtout pour arriver rapidement à un moment où tu te dis... là, j'ai assez de mana pour pouvoir jouer toutes les cartes que j'ai en main, même les 2 que je viens de piocher. Et du coup, ça te permet, dans un certain sens, d'arriver plus vite à ce moment-là et de se dire, bon bah voilà, j'arrête de mettre une carte en mana. En gros, les 2 cartes que j'ai, là, je peux les jouer et d'avoir le choix après, par la suite, des cartes que tu peux jouer. Je pense que ça peut être une petite stratégie qui peut être cool. Du coup, ce petit jean, on ne sait pas si on le joue en rare ou en commune. J'aime bien l'idée de l'avoir en tour 1. Là, on voit qu'on a 6 tours 1. C'est quoi nos tours 1? On a le Isunboshi, le petit Jin en rare. On a quoi d'autre? Ah, on a la danseuse de l'âme Bravos. Et oui, en fait, voilà, on a potentiellement 3 tours 1, en fait. On a le Isunboshi. On a le petit Jin en rare, si on le prend en rare. Et on a la danseuse de l'âme Bravos, quoi qu'il se passe, rare aux communes. Ouais, dans un deck Hatsadi ramp, ça sent très bien Tomoe pour le coup, hein, ça sent très bien. Ça, y a pas de galère. Même dans un deck Kojo aggro, hein. Dans un deck Kojo aggro avec un peu de ramp, ça centre très bien aussi. C'est juste que là, on veut donner des boosts, donc elle rentrait moins bien. Mais un deck aggro Kojo, pour le coup, ça se met aussi Tomoe, c'est pas débile. Salut Ildritune, toutes les cartes ou presque sont des tours 1. Pratiquement, ouais. Enfin, quand je dis tour 1, je m'exprime mal, c'est des one cost, quoi. Des cartes qui coûtent 1. Du coup, le Isunboshi, le petit Jin, la danseuse de l'âme. Danseuse de l'âme. Tiens, parlons un peu de cette danseuse de l'âme. Elle a aguerri. Elle gagne un boost. Elle peut conserver ses boosts en réserve. Si elle a 4 boosts ou moins, elle perd Fugace. Donc en fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on la joue une première fois de la main. Pour 1, elle se donne un boost. Avec Basira, on lui donne un deuxième boost, c'est une 2-2-2 pour 1. Elle va en réserve. On la rejoue de la réserve pour 3, c'est une... elle se donne un boost, c'est une 3-3-3. Elle gagne un boost grâce à Basira, c'est une 4-4-4. Ok, nickel. Elle retourne en réserve, parce qu'elle a perdu Fugace, parce qu'elle avait moins de 4 boosts en sortie de réserve. On la rejoue de la réserve, vu qu'elle a 4 boosts ou moins en sortie de réserve, elle repère Fugace. Elle se donne un boost, c'est une 5-5-5. On peut lui donner un boost avec Basira, là on peut y aller, c'est Festival. Elle retourne en réserve, et là elle ressort une dernière fois de la réserve avec full boost. Ok, là-dessus, pas de souci. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est ça la question. Est-ce que ça vaut un emplacement de cartes rares? Sachant qu'on a déjà potentiellement des cartes qui vont la booster. On peut lui enlever Fugace, on a quand même 6 cartes qui vont enlever Fugace, et l'avant-garde et la main tendue. On a Cylindre de Kelon qui peut lui donner des boosts.
On a le Havre qui peut lui donner des boosts. On a le Basira forcément qui va lui donner des boosts. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'avoir en rare? Est-ce que le slot de rare justifie... ça va forcément se prendre des sabotages. En fait, c'est là la question sur cette danseuse de l'âme Bravos. Moi, j'aurais tendance à la tester en commune, d'abord, pour me rendre compte. Parce qu'en fait, on va commencer à avoir aussi, si on a trop de cartes aguerries, on va commencer à avoir des réserves qui peuvent être trop remplies aussi. Cette danseuse de l'âme Bravos, je pense qu'on peut clairement lui faire enlever des fugaces avec des avant-gardes et des mains tendues, plutôt que de jouer sur elle-même et se dire, bon bah là, en fait, faut pas qu'elle ait plus de 4 boosts si je veux qu'elle revienne au prochain tour, mais ce tour-ci, en fait, on aurait aimé qu'elle ait plus de 4 boosts, ou ce genre de choses. Bref, ça peut être un peu contraignant, cet effet de garder moins de 4 boosts, donc je pense que j'aurais envie de la tester en commune. Peut-être que je me trompe sur la danseuse de l'âme, mais j'ai envie de la tester d'abord en commune pour voir au niveau du gameplay ce que ça peut rendre, et puis ensuite, après plusieurs tests, de voir si effectivement la rare s'entend ou pas. Vu que tu as des cartes qui coûtent peu cher, il te faut plus que ça. Je teste un deck Fen et j'ai une courbe de mana plus élevée, et ça m'arrive de ne plus avoir de main, malgré tout le ravitaillement et la pioche que je peux avoir. Après, tu peux avoir plus de boost. Il y a un tir fugace pour conserver encore. Bah oui, en fait, là, je pense qu'on peut se permettre d'avoir un peu moins de pioche, parce que justement, on a ces mains tendues et ces avant-gardes Bravos qui vont enlever fugace à nos cartes. Donc ils vont nous redonner des demi-cartes aussi en faisant ça, pour le coup. Donc on n'a pas besoin d'autant de pioches que dans un deck Fen. Ensuite, on a la question de l'entraînement physique et du petit jean. Alors là, en fait, quand vous en arrivez là, vous avez des choix cornéliens. Écoutez, le choix se fait en mode, bon allez, OSEF, on va tester. Là, vous voyez, Bastion Bravos, on a du ravitaillement. Raid, on a de la pioche. J'ai envie de tester ce puissant jean, on a de la pioche. On va dire que l'entraînement physique, c'est déjà très fort en commune. On va pas se le mettre en rare, on va se le mettre en commune. Pour le coup, il booste déjà très bien en commune. Il fait le taf qu'on lui demande déjà. Donc c'est déjà très bien. La question est combien est-ce qu'on a d'aguerris dans le deck aussi? Combien est-ce qu'on a d'aguerris? On a... la pionnière Bravos qui est aguerrie, Raid qui est aguerrie, et la videuse Bravos, l'endosseuse de l'âme qui est aguerrie, et le Atlas qui est aguerri. Est-ce qu'il n'y a pas une carte en trop aguerrie ici? C'est la question qu'on se pose. On va voir. Ce petit jean, j'ai bien envie de le jouer tour 1 pour bénéficier le plus rapidement possible de son effet. On va le tester en rare les gars, ça me donne envie ce petit jean en rare, et après on va pas pouvoir tout mettre en x3 hein, dans le deck, ça c'est clair. Donc là on va pouvoir commencer à mettre justement les cartes en x3, donc on avait mis Chiron et Raid en x3, on va aller, hop, ici Basira, et on va commencer à mettre les cartes qu'on veut en x3. Donc on a le Havre Bastion Bravos qui clairement va être mis en x3, ici, ça c'est sûr. C'est le permanent qui va donner des boosts en sortie de réserve, qui va nous faire ravitailler, donc on veut le choper. On a l'avant-garde aussi Bravos qu'on n'a pas... sur laquelle on n'a pas débattu. Bon, on va voir après. Videuse Bravos, on va la mettre en x3. La danseuse de l'âme, on va la mettre en x3. La main tendue en x3. Merde. L'entraînement physique, on se dit qu'on le met en x3. Le Isunboshi en x3. Le cylindre de Kelon en x3. Le petit jean en x3. Vous savez quoi, on va tout mettre en x3. Et puis on va faire le tri après. Donc là on met tout en x3. On met tout en x3, on voit qu'on a 27 communes, 24 rares. Donc là clairement, il faut qu'on enlève 9 rares. Et il faut qu'on enlève 3 communes. C'est ça, on enlève 9 rares et 3 communes dans le deck. Parce qu'un deck, final, c'est 24 communes et 15 rares. Donc on a 9 rares en trop, 3 communes en trop. Hop, on va aller dans mes decks. On va aller sur Basira. Donc 9 rares en trop, en gros on a 3 exemplaires de rares en trop et on a un exemplaire de communes en trop. Après on peut jouer, bien sûr, il y a des cartes qu'on peut mettre en x2, ce genre de choses. Notamment, vous voyez les cartes de gestion, je pense que Intimidation, Éruption de Mana,
on peut les placer en x2 chacune. Je pense qu'on n'a pas besoin de 3 intimidations, on n'a pas besoin de 3 éruptions de mana. On va retourner sur le deck. Bazira boost. Donc déjà, si on passe intimidation et éruption de mana en commune, enfin en x2, pardon, on est déjà à 25 communes, il ne manque plus qu'une commune. Ensuite, 24 rares, ça fait clairement beaucoup de rares en trop. Moi, je pense qu'on peut enlever une aguerrie qui est la pionnière Bravos. Pourquoi? Parce que Atlas, il est aguerri, il est gigantesque, il démultiplie nos boosts par 4. Clairement, c'est une aguerrie qu'on veut garder, c'est notre win condition, c'est le tonton du deck. Il est là, il a mangé des protes, il veut y aller. Salut Hugo, bienvenue à toi sur le live. Donc le Atlas, clairement, c'est une carte aguerrie qu'on veut garder. Cette danseuse de l'âme, elle se fait gagner un boost, elle fait proc l'effet de Bazira, c'est un tour 1. Elle a aguerri, on aime bien la garder aussi. La raid, clairement, elle nous fait piocher. Elle a aguerri, elle nous fait piocher. La pionnière Bravos, bon, elle a juste aguerri. Elle peut se faire gagner un boost si on paye 2 jouer de la main. J'aurais tendance à dire que c'est le perso aguerri le moins opti un peu du deck. Donc j'aurais tendance à dire que cette pionnière Bravos, j'ai envie de la dégager. J'ai envie de la dégager, et du coup, il nous reste juste une commune à enlever, et... Je suis nul en maths. Et si rare, pardon. Si rare. Ciao pionnière, carrément. Là, la pionnière, on lui a manqué de respect totalement, là. Salut Urassan, bienvenue à toi. Donc là, voilà, il nous reste une commune à enlever, 6 rares à enlever. Le cylindre de Kélon, vous voyez, alors autant le Havre, Bastion Lyra, je pense qu'en 3 exemplaires, c'est cool. Pour le coup. Autant le cylindre de Kélon, en 3 exemplaires, je trouve ça un peu too much. Je trouve ça un peu too much, parce que bah, c'est du tour 1, c'est-à-dire que quand même, là, on va commencer à avoir beaucoup trop de tour 1 dans le deck. Je pense qu'en 2 exemplaires, il s'entend mieux. Pour le coup, par rapport au Havre qui nous permet de ravitailler, je pense qu'on trouve un meilleur équilibre peut-être à le jouer en 2 exemplaires. 3 exemplaires, je sais pas, je vois ça un peu too much. T'as pas envie d'en avoir 2 forcément de cylindre de Kélon, t'as forcément envie d'avoir un Havre sur le terrain. Donc en fait, avoir 2 Havres, t'aimes bien. Avoir un Havre, un cylindre de Kélon, t'aimes bien. Avoir 2 cylindres de Kélon, est-ce que t'aimes bien? Parce que ça demande quand même un tour pour se recharger. C'est-à-dire que vous le rechargez un tour, vous lui mettez des compteurs de Kélon dessus. Ensuite, au tour d'après, vous pouvez dépenser ces compteurs de Kélon, mais dès qu'il est vide, il faut le recharger. Donc il y a quand même des tours morts par rapport au Havre, Bastion, Bravos, qui, tous les tours, à partir du moment où tu sors de ta réserve, te rapportent de la value. Donc j'aurais tendance à préférer mettre plus d'exemplaires du Havre que le cylindre de Kélon. Ça, c'est mon point de vue personnel. À savoir que le cylindre de Kélon, s'il y a des tours où vous ne l'utilisez pas pour faire gagner des boosts à vos persos, eh bien vous pouvez le réincliner. Imaginons il a 2 compteurs déjà, au tour précédent vous lui avez donné 2 compteurs, ce tour-ci vous ne l'utilisez pas pour faire gagner des boosts, vous pouvez le réincliner pour lui redonner 2 compteurs, ça stack les compteurs. Il peut avoir 4 compteurs sur lui, il n'y a pas de souci. Must have le bastion, ouais mais au moins tu peux booster les trucs qui viennent de ta main. Oui, clairement. Clairement. Mais tu vois, on a des cartes... le deck, la synergie du deck, c'est quoi? C'est des cartes aguerries qui vont retourner en réserve avec leur boost, à qui on va faire perdre Fugace. Et qui vont ressortir de la réserve. Et du coup, le Havre, dans cette synergie-là, est beaucoup plus efficace que le cylindre. Le cylindre, bien entendu qu'il est très fort dans ce deck, parce qu'il va donner des boosts aux cartes qui viennent de notre main, aux cartes aguerries. Mais dans ce deck-là, selon moi, t'as beaucoup plus de cartes qui vont retourner en réserve, en sortir, retourner en réserve, en sortir, que de cartes qui vont être jouées de la main. Selon moi, hein. Après... Encore une fois, ça reste de la théorie. Il faudra voir après au niveau des tests. Ça va bien Hugo? Ça va bien Hugo et toi? Après la défaite cuisante que tu m'as que tu m'as fait subir avec Sigismar. On est d'accord que le cylindre est une action. C'est une action, un compteur. Oui, oui, c'est une action rapide. T'as pas toujours un bastion ni des cartes en réserve, du coup j'ai toujours 2 cylindres dans mon deck Bazira. Ah oui, mais de toute façon, le cylindre on le laisse en 2 exemplaires, ça y a pas de galère. On met le Havre et on met le cylindre en 2 exemplaires. C'est juste là pour
si vous voulez ajuster les niveaux. Le Isunboshi en 3 exemplaires, ça me va. Le petit Jin en 3 exemplaires, ça me va. Surtout que le petit Jin, on aime bien lui donner un boost grâce au cylindre en jouet de la main, ou un boost grâce au havre si on l'a ravitaillé et qu'il est en réserve directement, donc c'est nickel. Cette raid en 3 exemplaires, il n'y a pas de galère. Le Shiro en 3 exemplaires, il n'y a pas de galère. Alors on a toujours, excusez-moi, hein, le match entre Avant-Garde Bravos en commune et Avant-Garde Bravos en rare. En commune, elle fait juste perdre Fugace à une carte. Donc en fait, elle fait gagner une demi-carte. En rare, elle a quand même plus de value parce que elle fait perdre Fugace et elle fait gagner un boost. En général, les cartes à qui on va faire perdre Fugace, ça va être nos cartes qui sont aguerries. Donc c'est des cartes à qui on veut faire gagner des boosts. Elle est un peu plus versatile, on va dire, cette Avant-Garde Bravos, parce qu'en plus elle fait proc l'effet de Bazira. Contrairement, la rare fait proc l'effet de Bazira, alors que la commune ne fait pas proc l'effet de Bazira. Salut Spikeif, merci Tianeo pour le follow. Bienvenue sur ce live, bienvenue sur cette chaîne. Le cylindre passe d'une chance sur 3 de l'avoir en main au départ à une chance sur 4 avec 2 exemplaires. Alors le cylindre, je suis pas sûr que ce soit une carte que t'aies envie tant que ça d'avoir en main de départ. Je pense que... Ah, je sais pas. Je sais pas si le cylindre, c'est une carte que t'as envie d'avoir en main de départ. Je pense que tu préfères avoir peut-être du Havre Bastion Bravos que du cylindre. Je sais pas. Je t'avoue que là, pour le coup, c'est... Là, tu vois, ces raisonnements-là, c'est des raisonnements qui se feront en testant le deck, pour le coup. Là, vous voyez, on fait du deck build, on fait du theory craft, mais ça fait pas tout, faut tester le deck. Et en testant le deck, tu vas vite te rendre compte que, ah bah ouais, en fait, le cylindre de Kélion, faut clairement que je le mette en 3 exemplaires. Ou alors, bah non, 2 exemplaires, c'est assez. Peut-être que du coup, ah bah le puissant Jin, c'est pas si ouf, ou ce genre de choses. Bref. Revenons à nos moutons. On essaye d'épurer un peu ce deck. Moi, pour l'instant, j'ai une tendance à préférer quand même l'Avant-Garde Bravos en rare, parce qu'elle fait proc l'effet de Bazira par rapport à la commune. Mais en même temps, les communes, vous voyez, on n'en a pas assez, on va voir ce qu'on en fait. Videuse Bravos en x3 pour sa beauté, la danseuse de l'âme Bravos en x3. Vous voyez, les puissants Jin et le Atlas. Puissant Jin, je suis pas sûr qu'on ait besoin de le mettre en x3, étant donné qu'il peut nous faire piocher 2 fois, voire 3 fois, si on lui enlève, comment dire, le côté fugace. Est-ce qu'en 2 fois, ça suffirait pas? Surtout que c'est une carte plutôt chère du deck, pour le coup. Moi j'aurais tendance à le mettre qu'en x2, et le Atlas aussi j'aurais tendance à le mettre qu'en x2, parce que c'est pareil, le Atlas c'est une carte que tu veux pas avoir en main de départ, et tu préfères quand même privilégier la synergie autour des petites cartes, plutôt que ce gros Atlas. Je pense qu'en x2 il est largement nécessaire, enfin il est largement... Enfin, il se suffit à lui-même en x2. Enfin, il y en a assez en x2. Je ne trouve plus mes mots, les gars. Je suis à 1h48 de live, je suis épuisé. Mais ce Atlas en x2 100 plutôt qu'en x3. Je pense qu'on peut se permettre. Et le puissant Jin aussi, pour le coup. Je vois bien ces 2 cartes-là en x2. Je sais pas ce que vous en pensez. Voire 1, c'est bien. Le faire perdre Fugace, c'est pas négociable dans ton deck, je pense. Clairement. Clairement, Kanjiben, on est d'accord. 1, c'est bien pour le Atlas. Ah, 1 pour le Atlas... Ce serait peut-être un peu trop peu, je sais pas. En vrai, là, tu vois, c'est ce genre de petits détails qu'on va pouvoir régler en testant le deck. Est-ce que x2 c'est trop? Est-ce que 1 c'est pas assez? Là, ça va être à vous de tester les decks et de vous dire, ah bah oui, en fait, 1 c'est cool, ou 2 c'est cool. Là, c'est à ce moment-là, puis c'est en fonction des préférences. T'as des gens qui vont préférer le jouer en 1 exemplaire et mettre peut-être 3 puissants Jin, je dis une connerie. T'as des gens qui vont préférer le jouer en 2 exemplaires et enlever totalement puissant Jin, même le mettre en 3 exemplaires. Ça dépend de chacun après, pour le coup. Là, je vous donne juste un peu la réflexion qu'on se fait en termes de deck building, mais moi, personnellement, je le mettrais en x2, le Atlas. Parce que vraiment, c'est très fort. Si l'adversaire le gère pas... En fait, on le met en x2 parce qu'en x3, c'est trop, ça peut se prendre un anti-bet quand même, mine de rien, du Atlas. En x2, c'est pas dégueu. Si potentiellement ça se fait ravitailler sur le bastion, bah ça donne 2 boosts en étant défaussé de la réserve, c'est pas dégueu. Ouais, voilà, c'est pour ça. En x2, je pense que c'est un bon équilibre. La main tendue x3, c'est non négociable. L'entraînement physique x3, c'est très fort aussi. Donc pour le coup, là, la différence va se faire sur cette Avant-Garde Bravos. Hein, cette Avant-Garde Bravos que moi j'ai bien envie de garder en rare, mais du coup, on a trop de rares. On a 3 rares de trop dans le deck. Et on a une commune en trop. Bon, là, il y a des choix à faire. On va retourner sur... je vais sauver. On va retourner un peu sur la vue qu'on a du deck. Vas-y, boost. Et là, il y a des choix à faire.
il y a des choix à faire. Potentiellement, on se dirait, bon, ça en rare, on touche pas. Nos sorts, potentiellement, on n'y touche pas. Parce que clairement, 3 mains tendues, c'est très fort. Entraînement physique, c'est très fort à jouer directement sur notre raid pour aller piocher direct sur elle. C'est très fort à jouer sur toutes nos cartes qui ont aguerri. Et c'est potentiellement très fort sur un Atlas. Tour 7, Atlas, entraînement physique. C'est le combo de base du deck de base qu'on vous apprend à faire. C'est très fort aussi. Notamment si c'est un Atlas aguerri. Donc cet entraînement physique, j'ai bien envie de le garder en 3 exemplaires. L'intimidation en 2, l'éruption de mana en 2, on n'y touche pas. Donc on aurait plutôt tendance à toucher à nos persos, ici, pour le coup. Du coup, qu'est-ce qui est le plus intéressant ici? Je pense que le Atlas, on le garde en rare, ça c'est sûr. Le petit Djinn, l'intérêt de l'avoir en rare, c'est juste de pouvoir le jouer tour 1. Est-ce que le jouer tour 2, c'est pas déconnant? Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'avoir en rare, ce petit Djinn? C'est une question qui se pose, parce qu'en fait, en commune, il fait le même effet, il coûte un peu plus cher. Mais il fait le même effet. Là, c'est vraiment juste pour le côté coup. Raid en rare, c'est obligatoire, parce qu'elle nous fait piocher. L'avant-garde Bravos en rare, je la préfère que l'avant-garde Bravos en commune, parce qu'en rare, elle donne un boost, elle fait proc Bazira, alors que la commune, non, pour le coup. Et ce puissant Djinn en rare qui est obligatoire parce que c'est un moteur de pioche. Pour le coup. Dans notre version du deck. Je pense qu'il y a des versions qui joueront Bazira qui ne joueront pas le puissant Djinn, clairement. Ça se trouve, puissant Djinn dans le deck Bazira, c'est une aberration totale, les gars. ce que je peux entendre. Mais moi, j'aime bien ce côté. C'est la carte un peu fun du deck, le puissant Djinn. Un peu, allez, vas-y les gars, ça va être notre gros moteur de pioche. On va aller piocher. Tu t'es posé la question des 3 premiers tours idéaux, ça aide parfois à la réflexion. Non, j'avoue, je me suis pas posé la question. Je me suis pas posé cette question-là. En vrai, en 3 premiers tours idéaux, qu'est-ce qu'on aime bien avoir? Je pense qu'en premier tour idéal, déjà, on aimerait bien avoir une danseuse de l'âme Bravos, tour 1, qui se booste et qui prend le boost de Bazira, donc c'est une 2-2-2 pour 1. Et à côté, est-ce qu'on n'aime pas avoir un Chiron pour 2? Un Chiron pour 2 qui serait pas dégueu. Une raid pour 2, c'est pas intéressant parce qu'on veut lui mettre un entraînement physique dessus. Entraînement physique into danseuse de l'âme, c'est très bien. Qu'on veut avoir au tour 1. Puissant Djinn, ça peut être notre tour 2. Hein. Puissant Djinn, ça peut être notre tour 2 pour 4 de mana et lancer le mécanisme de pioche. Je sais pas. Le petit Djinn, du coup, ouais, peut s'entendre en tour 2. Parce qu'on a combien de tours 2? On n'a pas beaucoup de tour 2, hein. Si, on en a quand même pas mal. On a beaucoup de tour 1. On a pas mal de tour 2. Et du tour 3, ouais, on en a pas mal parce qu'on a de l'avant-garde Bravos. Écoutez, j'ai envie de... Pour équilibrer, vu que je veux jouer l'avant-garde Bravos en rare, j'ai envie d'enlever ce puissant Djinn et de le mettre en commun. Là, clairement, les gars, c'est d'un seul coup, là, sur un coup de sang, quoi. On va chercher ce puissant Djinn. Et on va voir à quoi ressemble le deck. Et là, on voit... Alors, attendez. Hop. Vous voyez, en ayant mis l'avant-garde Bravos en rare et en ayant passé le puissant Djinn en commune, d'un seul coup, le deck vient de s'équilibrer. On a 15 rares, 25 communes. On a juste une commune de trop. On a une commune de trop. Let's go, ça va éclater du Moonaramp. T'as la haine contre Moonaramp, Ursopol. On a l'impression qu'il y a une haine viscérale ici, contre Moonaramp. Qu'est-ce qu'on peut dégager en commune, les gars, là? Là, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on dégage en commune? Isunboshi, ça peut être un candidat à dégager en commun. Parce qu'en fait, on a déjà pas mal de tour 1. Quoique, on vient d'enlever du tour 1, là, tu me diras. Hein. Attendez, on a quoi en tour 1? On a la main tendue, mais c'est un sort. On a la danseuse de l'âme Bravos en tour 1. Et ouais, non, notre Isunboshi, après 5 tours 1, est-ce que c'est pas déjà assez bien dans un deck? Trop de tour 1, ouais, j'ai l'impression qu'on peut enlever à la limite un Isunboshi, parce que Isunboshi est cool, mais son effet, il l'a que en effet de soutien, en sortie de réserve. Parce que le petit Djinn, moi, on aime bien le côté ramp. Il se donne aussi un boost qu'à lui en sortie de réserve, mais
Je sais pas, j'aime bien le côté de ramper. En fait, le côté ramper dans ce deck-là, j'aime bien pour pouvoir tout de suite jouer des cartes aguerries qui se boostent, qui vont perdre Fugace assez rapidement. En fait, pour tout de suite aller chercher nos combos de cartes rapidement et pour tout de suite jouer notre Atlas potentiellement. Ou aller piocher avec le puissant Djinn, et pour que ce puissant Djinn soit moins embêtant à jouer pour aller piocher. Et jouer nos éruptions de mana aussi plus tôt dans la partie. Donc ce petit Djinn, j'ai envie de le jouer en x3. J'ai envie de le jouer en x3. C'est peut-être pas optimisé, mais j'ai envie. Raid x3, Chiron x3, Avant-Garde x3, Videuse x3, Danseuse de l'âme x3, Puissant Djinn et Atlas en x2, c'est très bien. La main tendue en x3, l'entraînement physique en x3, Intimidation et Éruption de Moana en x2, c'est très bien. Le Havre, Bastion, Bravos en x3. Écoutez, je pense que ce Issun Boshi, on peut se permettre de le mettre qu'en 2 exemplaires. Ça va pas tant perturber que ça la synergie du deck si on met ce Issun Boshi en 2 exemplaires. Donc écoutez, on va aller voir ce deck Basira. Ce deck Basira Boost. Qui semble pas dégueu. On a une belle courbe de mana, plutôt agressive. On a beaucoup de tours 3. Donc en sortie de réserve. Ce qui est pas dégueu du coup d'avoir mis des tours 1. C'est bien en fait. Je pense que on a assez de tour 1 et de tour 2 pour nous assurer des tours 4, des tours où on a 4 et 5 de mana. Plutôt pas dégueu. Et le tour 6 aussi. On a 3 tours 5 dans le jeu, c'est ça? Attends. Ouais, on a 3 tours 5. Je suis terminé. On a 5 tours 1. Je sais pas pourquoi j'ai dit 3. On a 2 Issun Boshi et 3 Danseuses de l'âme Bravos. Donc ça, c'est pas mal. En tour 2, on a le petit Djinn, la Raid, qui sont pas dégueux. Le Chiron, qui est très très fort. Donc on a 9 tours 2. C'est pas dégueu. On a du tour 3 l'avant-garde Bravos qui est très forte pour le coup, la Videuse Bravos qui peut saboter. Et enfin on a le puissant Djinn en tour 4 et l'Atlas en tour 5. Donc moi j'aime bien plutôt la courbe de mana des persos. La courbe de mana des sorts est pas dégueu non plus. Main tendue ça coûte 1 jeu de la main, 2 jeux de la réserve. L'entraînement physique 2 pour 3. Et les deux cartes de gestion. L'éruption de mana surtout à privilégier en fin de game. Et puis le cylindre de Kélon pour 1 qui peut venir booster. Le Havre qui ravitaille et qui booste aussi les cartes en sortie de réserve. Qu'est-ce que vous en pensez de ce deck là les gars? Moi je pense qu'il est pas dégueu ce deck en vrai. Hein. À tester. À tester les doutes que j'ai sur le deck. Effectivement c'est le puissant Djinn en termes de pioche. Est-ce que c'est pas un peu cher? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux jouer des entraînements physiques en rare qui vont booster, qui vont permettre d'aller piocher? Mais en même temps, entraînement physique en commune, jouer de la main, c'est cool, parce que ça coûte 1 de moins, et du coup, des moments, il te manque juste 1 pour jouer, pour faire le tour parfait. Et là, dans ce cas-là, c'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Pas négliger le spike de 3 en terre qui permet de se setup sans pour autant perdre la course. Effectivement, Kanji Ben, effectivement. Raid et Danseuse de l'âme, ça fait un peu doublon, non? Bah écoute, non, je pense que c'est le juste milieu, parce que... si tu mets qu'une carte, si tu mets qu'une des deux, en fait je pense que tu n'auras pas assez d'aguerri pour Snowball. Je pense que là on est justement sur le parfait équilibre, on a 6 cartes qui ont aguerri, qui coûtent peu cher, dont une qui nous fait piocher, et on a cet Atlas qui est un peu plus cher, qui a aguerri et qui peut terminer la game. Pour le coup, moi je pense qu'en termes de cartes aguerries, on est sur un équilibre pas trop dégueulasse. Tu vois, si on avait gardé la pionnière Bravos, il y en aurait eu trop là. Et je pense que si on enlève la Danseuse de l'âme, ou si on enlève Raid, on n'en aurait pas assez. Parce que du coup, nos avant-gardes Bravos et nos mains tendues, elles enlèveraient aguerri à des cartes qui conservent pas leur boost en réserve, et ce serait moins optimisé. En fait, la danseuse de l'âme, elle est vraiment là pour venir grossir, parce qu'à chaque fois que tu vas la jouer, elle va gagner un boost. Elle peut potentiellement gagner un boost avec le Havre, elle peut gagner un boost avec le cylindre, elle peut gagner un boost avec Basira. Donc en fait, vraiment, cette danseuse de l'âme, elle est là pour grossir. Là où au raid, à partir du moment où tu lui as donné ces 3 boosts, qu'elle te permet de faire de piocher à la fin de chaque tour, c'est ton moteur de pioche, tu vois. Les mains tendues, pas hésiter aussi peut-être à aller jouer pour 1, pour faire juste gagner un boost. Pas forcément sur une carte qui a Fugace. Je pense que c'est bien aussi de se dire que ces mains tendues, pour 1, elles apportent un boost, elles font proc Basira. Même si ça fait pas perdre Fugace, mais que ça nous permet d'avancer sur l'expédition, c'est pas trop mal. Salut Frangipane du cul. Ah merde, bienvenue à toi sur ce live. Ça me fait penser aux méchants dans
dans Borderlands 2 pour ceux qui auront la ref, avec les talons du cul. Salut, bienvenue à toi. mais oui, ce deck me paraît plutôt cool. Écoutez, je pense qu'on est bon. Du coup, si on devait résumer un peu les étapes, c'est on voit ce que fait le perso. On voit ce que fait le perso, il a un pouvoir, il nous dit que dès qu'il y a un perso qui est boosté, il donne un boost. On prend toutes les cartes qui ont une synergie avec ce perso-là. Une fois que c'est fait, on passe un premier coup de tamis. Une fois que ça c'est fait, il faut quand même des cartes qui permettent d'aller piocher. Si c'est un deck qui a... En fait, on regarde la courbe de mana. Une fois que le premier coup de tamis est passé, sur tous nos persos, on regarde la courbe de mana. Effectivement, là, on avait une courbe de mana qui était plutôt faible, donc on s'est dit qu'il fallait chercher des cartes qui permettaient de piocher et de ravitailler, donc on va chercher ça, et bien sûr, on ajoute des cartes de gestion. On ajoute des cartes de gestion. Une fois que ça c'est fait, on repasse un deuxième coup de tamis, on commence à regarder les cartes qui sont vraiment full stratégie du deck, qui sont plus versatiles que les autres, c'est-à-dire qui sont plus multitâches, plus couteau suisse que les autres. Donc là, notamment on a gardé les cartes qui permettaient aussi de booster d'autres persos, qui permettaient d'enlever Fugace par rapport à des persos qui se boostaient juste eux-mêmes et qui n'apportaient rien de plus que de se booster eux-mêmes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé aussi la valeur des rares par rapport à leur commune. Est-ce que jouer cette carte-là en rare, ça apporte vraiment beaucoup plus de value que de la jouer en commune? Let's go, t'es chaud pour jouer? On teste ton deck direct sur Discord. Bah, le truc c'est que je sais pas comment pouvoir jouer ce deck. J'ai pas, on peut pas le tester sur Exalted, on peut pas le tester sur BGA, donc j'avoue que c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant, mais je voulais vous montrer comment faire du deck build, mais là malheureusement on n'a pas de moyen de le jouer avant septembre. Exalt Table, mais je ne connais pas les gars, je ne connais pas cet Exalt Table. Je ne connais pas. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Apprenez-moi les gars. Franchement, s'il y a quelqu'un qui est chaud de faire une game maintenant, on peut le faire. Hein. On peut le faire. Bienvenue Xiris. Bienvenue à toi. Merci pour le follow. On peut le faire les gars, si vous êtes chaud. Si vous me dites qu'il y a un truc où on peut le build en 5 minutes et puis faire une game, si vous êtes chaud, on peut lancer ça. J'ai le temps.